que je l'évoquais ce matin, alors que dans d'autres pays, la réponse à la crise a été incarnée par un personnage politique, un médecin ou un chercheur, qui a réussi à entraîner la population derrière ses recommandations, nous avons assisté en France à des propos discordants qui ont beaucoup nui au niveau de confiance de la population. À propos d'un virus inconnu, les attentes dans la science étaient très élevées. Certes, la controverse est normale, elle fait avancer la science, mais quand elle s'étale aussi largement dans les médias, elle fait plutôt augmenter le niveau d'inquiétude. Nous avions donc souhaité demander des explications aux scientifiques, comme certains n'ont pas manqué de nous le rappeler, mais nous ne l'ignorions pas. Nous ne sommes pas des scientifiques de haut niveau, et ce n'est pas une conversation scientifique, ce n'est pas à une conversation scientifique que nous convions nos intervenants. Nous représentons des personnes qui, dans leur immense majorité, ne le sont pas davantage. C'est pourquoi nous aurions préféré éviter les monologues sans contradictoire. Toutefois, ainsi que vous l'avez rappelé lors de votre audition à l'Assemblée, professeur, à propos du conseil scientifique, vous n'êtes pas arrivé à vous parler. Et il nous est apparu que vous ne parviendriez pas davantage dans cette enceinte à parler en toute sérénité. Cette audition a pour objet la recherche, les tests et les traitements. Elle abordera notamment la méthodologie applicable aux essais cliniques, les orientations privilégiées en France au vu de la comparaison entre discovery et recovery, les résultats ainsi que la question des publications ou des annonces précoces dans la crise. Donc je vais demander au professeur Raoult de présenter brièvement ses principaux messages en 10-15 minutes, parce que les messages sont importants et vous ne manquerez pas bien sûr de nous alimenter par voie écrite comme vous l'avez déjà fait à différentes occasions. Je demanderai ensuite à chacun des rapporteurs d'intervenir et ensuite ce seront les questions de nos commissaires que nous regrouperons. Voilà. Alors avant, c'est une commission d'enquête, donc je vais procéder à la demande de prêter serment, rappeler que tout propos mensonger est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Donc, professeur Didier Raoult, prêtez serment de dire la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci. Bon, je vous rappelle bien sûr, comme à chaque fois, il est de mon devoir que le port du masque est obligatoire. Et je vous demande la plus grande vigilance pour le garder tout au long des heures de ces auditions de cet après-midi. Merci. Donc, sans plus tarder, écoutez, je vous cède la parole. Je vous remercie. Et d'ailleurs, je voudrais profiter de cette... je vous remercie de m'inviter ici et de cette occasion dans laquelle vous m'avez demandé de jurer de dire toute la vérité pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, ce n'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre. Et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Mais de m'accuser sur une tribune officiellement de fraude, de mettre son nom là-dessus et de penser que je vais débattre avec, c'est au-dessus de mes forces. Et je vous demande de me pardonner de ne pas avoir la force de discuter sereinement avec des gens qui m'insultent. Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais. Voilà. Bien, si j'ai quelques messages à passer dans cette affaire, c'est effectivement, si vous voulez,
la chose qui me frappe le plus depuis le début et qui est liée au fait qu'il manque quelque chose dans la forme de mon cerveau. Je suis absolument incapable de mesurer la dimension symbolique des choses. Ce qui s'est passé n'est pas normal. On n'est plus en train de parler de chimie ou de malades ou de médicaments. On est en train de parler de quelque chose qui est déconnecté de ce que moi je connais. Moi, je suis un être très pragmatique, très pratique. Il y a toujours eu dans la science une grande différence entre l'empirisme d'un côté, c'est-à-dire l'observation des phénomènes et leur description, si vous voulez, et d'autre part les théories déductives et spéculatives dont je ne suis pas un praticien. D'accord ? Mais, si vous voulez, ce qui s'est passé dans cette situation est absolument inouï pour moi, et pas que pour moi, ça marquera toute l'épistémologie, l'histoire des sciences. C'est-à-dire qu'un des 2 médicaments les plus prescrits au monde et pu être considéré comme étant un truc qui tuait 10% des gens, est quelque chose qui montre qu'il y avait une déconnexion entre la perception de ce qu'est l'hydrochloroquine, si vous voulez, de la chimie, de la molécule qui a été utilisée chez probablement 2 milliards de personnes. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas, auquel je ne suis pas... C'est pas de maintenant que je me rends compte que je ne comprends pas bien les données symboliques, si vous voulez. C'est comme ça. Et donc, je suis extraordinairement surpris de l'ampleur qu'a pris cette chose. Et immédiatement, c'est-à-dire dès que mon premier papier a été envoyé, la chasseuse de tête a fait dire que j'avais des conflits d'intérêts avec Sanofi, ce qui est complètement idiot. Je fais des essais thérapeutiques pour personne. Et ça fait 25 ans que je suis contre, alors je ne le fais pas. La deuxième chose, elle a fait confirmer, elle nous a fait faire envoyer au journal qui menaçait d'enlever cet article qui est devenu le plus cité de toute la littérature sur la thérapeutique du Covid-19, cité 2400 fois, en disant que je n'avais pas eu les autorisations, je n'avais pas eu de CVP. Et la troisième chose, alors, il y a un déluge des gens qui sont des maniaques de la méthodologie. Je ne pouvais pas imaginer qu'en envoyant un papier comme ça, comme j'en ai envoyé tellement dans ma vie, si vous voulez, ceci allait faire une espèce de folie mondiale, si vous voulez. Et donc, toutes les explications qu'on pourra donner ne sont pas inintéressantes. C'est le temps qui triera pour comprendre ce qui s'est passé. Moi, personnellement, je ne le comprends pas. Ça ne fait pas partie de ce que je suis capable de comprendre, parce qu'il me manque une case sur la signification symbolique des choses. Peut-être pas que symbolique, mais en tout cas, c'est pas mon problème. Donc nous, on a continué à faire. Je pensais depuis longtemps, en réalité depuis plus de 20 ans, je pensais qu'il fallait faire comme pour les centres anticancéreux, des centres de lutte pour les maladies infectieuses, qui comprenaient tout, les patients, le laboratoire, la recherche. Petit à petit, je l'ai écrit il y a 20 ans, quand j'étais le conseiller de Mattei et de Madame Aigneret, où j'ai rencontré d'ailleurs Gilles Bloch, donc qui connaissait parfaitement mes projets, puisqu'il venait de rentrer au cabinet maintenant il est directeur de l'INSERM, il était rentré au cabinet de Madame Aigneret, en disant, pour faire face à des situations comme celle-là, il faut avoir des structures organisées dans lesquelles on fasse tout, dans lesquelles il y ait des gens qui soient compétents à tous les domaines et à tous les niveaux, de manière à pouvoir répondre à toutes les questions au fur et à mesure, et pas avoir un ordre dispersé. Donc, l'ordre dispersé, monsieur le sénateur, je savais qu'il allait arriver, ce n'est pas moi qui l'ai dispersé. Nous étions en ordre dispersé et d'une manière très singulière, pour pas que vous croyiez que je considère qu'à Paris, plus rien n'est organisé, ce n'est pas vrai. Hein. En neurologie, si quelqu'un avait un problème dans ma famille, je l'enverrais à la Pitié, parce qu'il y a un centre de neurologie qui est colossal. S'il y avait quelqu'un qui avait un problème génétique, je l'enverrais sûrement à Necker et Imagine, je n'ai pas de problème avec ça. Mais en maladie infectieuse, ici, on a détruit l'organisation des maladies infectieuses. Elle n'existe plus. Et donc, si vous vous retrouvez avec un pauvre Marseillais en train de vous dire ce qu'il pense, c'est parce qu'il y a eu une destruction physique de l'organisation des maladies infectieuses qui était à l'hôpital Claude Bernard. Les forces de maladies infectieuses, l'Institut de veille sanitaire a été mis à Saint-Maurice, alors que c'était une vraie bonne idée. Moi, j'avais écrit à l'époque de le mettre à côté de Pasteur ou de mettre au moins des antennes de Pasteur à côté. Vous voyez, les hôpitaux spécialisés en maladies infectieuses ont été dispersés dans toute la ville. Et donc, vous n'avez pas de centre, vous n'avez pas de... Pardonnez-moi, je vieillis. Vous n'avez pas de patron ici de maladies infectieuses. Vous ne l'avez pas. Alors que vous l'aviez
il y a 30 ans. Vous ne l'avez pas. Vous avez des patrons dans les autres domaines. Vous avez des gens qui sont des leaders dans les autres domaines. Dans ce domaine-là, vous n'avez pas de leader. Vous n'avez plus de leader en microbiologie. Celui qui était le meilleur a été tellement dégoûté de l'assistance publique qu'il est parti en Suisse. D'accord ? Donc, il y a un problème ici avec les maladies infectieuses, un véritable problème d'évolution. L'Institut Pasteur, qui fait des choses absolument remarquables, s'est éloigné petit à petit avec le temps de la pratique des maladies infectieuses. Il y avait un hôpital Pasteur. Moi, quand j'étais jeune, on faisait tous les diagnostics à l'Institut Pasteur, l'épidémiologie partout à l'Institut Pasteur. Et petit à petit, cette partie-là a disparu pour être remplacée par une recherche fondamentale. Beaucoup en neurosciences sont parmi les meilleurs du monde. Hein. Donc, je ne fais pas une critique de la qualité de ce qui se passe. Il y a une désorganisation qui est une désorganisation de ce pays et qui se voit ici pour ce sujet-là. Voilà. Je ne dis pas que c'est vrai pour d'autres. Si, je trouve que pour la microchirurgie, je pense que les gens de Strasbourg sont les meilleurs, c'est ce que je pense. Mais globalement, c'est ce que je perçois. J'ai toujours pensé que la chirurgie cardiaque à Paris est merveilleuse et elle continue à la Georges Pompidou. C'est pas... Il y a un problème d'organisation de fond et celui des maladies infectieuses. Vous savez que De Gaulle avait répondu à la cancérologie en disant, écoutez, on va faire des centres anticancéreux, donc qui regroupent à la fois la radiothérapie, la chimiothérapie, la chirurgie, la médecine. Ils marchent de manière inégale, mais ils ont joué un rôle très important, là aussi, en cancérologie. L'Institut Gustave Roussy, c'est une chose absolument extraordinaire. C'est un des meilleurs centres au monde d'immunologie et de cancérologie. Donc, ce n'est pas la question. La question, c'est que ce domaine n'est pas organisé. Voilà. Et que donc, il ne peut que naître des discordances. Moi j'ai proposé de faire créer 7 centres de la nature de celui que j'ai fini par réussir à construire à Marseille dans le pays, de manière à mailler le pays pour pouvoir faire face à des crises sanitaires qui n'arrêteront pas. Et notre susceptibilité dans notre civilisation aux crises sanitaires est très très importante, très très vive. Elle peut désorganiser complètement la société si nous ne sommes pas armés pour lutter contre ces luttes sanitaires. Voilà donc le sens général de ce que je voulais dire. Et puis ensuite, on rentrera dans le détail de ce que vous voudrez. Eh bien, écoutez, merci pour cette présentation de l'infectiologie en France. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet et je passe la parole à Catherine Desroches. Merci, Monsieur le Président. Je ne pensais pas que les questions arriveraient si vite. J'ai fait tomber, du coup, j'en fais tomber mon chevalet. Merci au professeur Raoul de nous avoir déjà donné des réponses à nos questions très en amont pour nous, les rapporteurs de cette audition, ce qui a permis de travailler les réponses et aussi de pouvoir compléter, puisqu'on avait fait une audition dans le cadre de la Commission des affaires sociales que je pilotais comme rapporteur de la branche maladie, où nous avions entendu déjà, non pas en public, mais où nous avions déjà balayé un peu des sujets qui correspondaient à l'état de la situation au mois de mai, quand nous l'avions fait. Moi, j'avais plusieurs questions. La première, qui est plus d'ordre pratico-pratique, c'est celle du parcours du patient. Qu'est-ce qui, depuis le début de l'évolution de l'épidémie, comment était le parcours du patient en février, où au début vous avez vu arriver les premiers patients dans votre institut? Quel était le parcours du patient? Test, traitement, isolement. Est-ce qu'il s'est modifié au fil du temps et quel est aujourd'hui le parcours d'un patient qui vient vous consulter à l'Institut marseillais? Le deuxième point, c'est quelque chose que j'ai posé déjà ce matin au professeur Delfraissy, même si lui n'est venu en fonction que le 11 mars, mais lorsque fin janvier, la ministre de la Santé nous dit, au vu vraisemblablement de modélisation de l'INSERM, il y a peu de risques que le virus arrive chez nous. Le professeur Delfraissy nous a dit qu'à l'époque, il s'intéressait moyennement au sujet, mais qu'en effet, dès la mi-février, lui-même avait senti que quelque chose se passait. Quel est votre avis sur ces modélisations qu'ont pu faire dire cela à la ministre de la Santé de l'époque? Comment l'INSERM a travaillé pour arriver à ces conclusions, si ce sont ces conclusions qui ont été à l'origine de l'avis? Et vous, comment, au niveau
de votre institut et de votre habitude de ces maladies infectieuses, même si là on était sur un nouveau virus. Vous, quelles étaient les alertes que vous aviez, sur quoi vous vous basiez pour avoir ce degré de connaissance qu'apparemment les autorités n'avaient pas? Ça, c'est le premier point. La deuxième question, c'est sur les essais cliniques. C'est une question que j'ai évoquée ce matin avec le professeur Delfraissy également. C'était dans ces périodes de crise sanitaire où les équipes soignantes voient arriver des patients, bon, pour certains en consultation, mais pour d'autres en réanimation ou en hospitalisation, et où il y a ce besoin d'apporter une réponse rapide et thérapeutique aux malades. Comment ça peut se concilier avec cette exigence d'essais randomisés, de travaux scientifiques robustes pour voir l'efficacité du traitement? Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour tous ces patients qui ne rentreraient pas dans les études ou dans les essais avec un médicament testé, est-ce qu'il n'y a pas une perte de chance pour tous ceux qui ne rentrent pas dans ces cases-là? Bon, vous nous avez dans la note donné votre avis un peu sur ces essais, les essais randomisés tels qu'ils sont, et pas forcément adaptés à la situation pandémique telle qu'elle était. Donc j'aimerais aussi vous entendre dessus. Puis une question qui est plus large, qui n'est peut-être pas celle centrée sur la commission d'enquête, mais qui nous intéresse au sein de la commission des affaires sociales, puisqu'on avait fait un rapport sur l'accès à l'innovation, et notamment sur les essais cliniques, les comités de protection des personnes. Et j'aimerais avoir de façon assez rapide, votre avis, en effet, ce que vous nous avez dit un peu dans la note, mais résumé, sur comment vous voyez, vous, les comités de protection des personnes qui étaient au départ des comités de protection des personnes éthiques. Et qu'est-ce qui a pu faire que là, on est allé assez vite sur certains essais et qu'habituellement, on n'y arrive pas? Merci. Vous répondez directement, professeur, à chacune des rapporteurs sur le bouton rouge. Voilà celui-là. Très bien, je sais tout faire. La manière dont nous travaillons, nous, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un homme de spéculation. Donc je suis très empirique, très pratique, pragmatique. C'est ma nature. Elle me réserve de très bonnes surprises. Donc je serais content de ce qu'on a pu trouver. Je pense qu'on peut découvrir d'ailleurs que par l'observation et l'empirisme. On peut confirmer par les techniques méthodologiques, mais on ne peut pas découvrir comme ça. Ça fait l'objet de grands débats épistémologiques. Donc la manière dont nous travaillons, d'abord, c'est que nous lisons toute la littérature. Et donc, si vous voulez, moi j'ai été frappé du fait, si vous voyez le staff que nous avons, donc il y a une vingtaine de gens qui sont au niveau professeur ou juste en dessous, qui travaillent ensemble, chacun avec beaucoup de domaines. C'est pour ça que je crois à ce que j'appelle les nids de recherche, et non pas au réseau. Je crois aux nids de recherche. Et on se voit tous les jours à 8 h du matin. Et on a un pharmacien qui nous fait, donc vous avez vu, vous voyez, les applications de l'AMM. Est-ce que vraiment on applique l'AMM quand on est médecin? Et la réponse, c'est non. Deuxièmement, on a une spécialiste d'hématologie coagulation qui fait la bibliographie de stomatologie coagulation. On a un super immunologiste qui était un ancien directeur des sciences de la vie du CNRS, qui fouille vraiment au niveau moléculaire sur la physiopathologie. On a un chimiste, bien sûr, on a des infectiologues, des virologues, des microbiologistes, et chacun de nous, des épidémiologistes de très très haut niveau, dont celui qui a fait toute l'enquête sur Charles de Gaulle, dont je vous reparlerai, qui font un travail de fond sur le suivi permanent de la bibliographie sur ces domaines-là. Et à chaque fois qu'on a une question, quelqu'un creuse comme un fou pour en tirer quelque chose. Ce qui veut dire, je vous en ai mis la liste, qu'on a déjà fait 54 publications internationales qui sont ou publiées, ou acceptées, ou en préprint. Donc, quand on s'est retrouvé face à cette situation, on a fait comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on a lu tout ce qu'avaient fait les seuls sachants, qui étaient chinois, et on a regardé, mais qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils disent? Et puis on a regardé qu'est-ce qui se passe avec les autres coronavirus et qu'est-ce qui s'est passé avec le premier épisode de SARS. Et au début, moi je vous assure, j'ai téléphoné tout de suite au ministère pour dire, écoutez, voilà les médicaments qui marchent sur le SARS-1, pourquoi on ne regarde pas le Targocide, qui est un antistaphylococcique, qui est génériqué, qui ne coûte rien,
qui a été utilisé dans le SARS-1 en Corée, il y a même eu un brevet à un moment qui a été déposé pour le traitement du SARS avec ça. Deuxièmement, la chloroquine qui avait été montée. Je vous rappelle qu'il faut aussi maintenant revenir en arrière, mais à l'époque, ils disaient le traitement du SARS, c'est la chloroquine, c'est l'hydroxychloroquine. Et donc, les premiers résultats qui sont venus de Chine in vitro, publiés dans un article du groupe de journaux Cells, qui sont très bons journaux, c'était écouter les deux médicaments qui marchent, la chloroquine et l'hydroxychloroquine, d'une part, et d'autre part, le remdesivir, qui, lui, n'était pas disponible, sauf à avoir des accords avec Gilead ou à travailler sur des essais dans le cadre de ce que voulait faire Gilead, que nous ne voulions pas faire. Donc, nous, peu de temps après, les Chinois ont commencé à dire, écoutez, on a, de manière préliminaire, nos premiers résultats. Il y a 100 malades qu'on a traités, on voit une amélioration clinique, radiologique et sur le portage viral. C'est ça qu'on a fait. C'est-à-dire si vous voulez, l'idée, comment vous dire, je m'excuse le terme, mais l'idée que les choses vont se dérouler en France, c'est une idée qui n'a pas lieu. C'est une pandémie, ça se déroule partout. Tout le monde a une expérience, tout le monde a quelque chose à dire, et donc on doit regarder les premiers qui ont subi le flux pour voir déjà, ils avaient décrit une quantité de choses dont nous, y compris des choses qu'on a découvert un peu plus tardivement, comme ce qu'ils appelaient l'hypoxie heureuse, si vous voulez, c'est-à-dire le fait qu'il n'y avait pas les signes respiratoires qu'on a d'habitude dans les pneumonies. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dès qu'on a eu des cas, on s'est mis à... D'abord, tout de suite, et je réponds, il y a quelqu'un qui me demandait pourquoi il y a eu un tel délai dans la mise en place des tests. Nous, les tests, dès que le génome a été publié, 3 jours après, on commandait les amorces PCR. Donc l'idée, une des raisons du retard, c'est qu'il y avait, ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer à l'Assemblée nationale, c'est qu'il y avait dans l'esprit des gens du ministère qu'il y avait des centres nationaux de référence, ce qui est un rêve, parce qu'il ne peut pas y avoir un centre national de référence pour une maladie qui n'existe pas. Donc c'est pas possible, il n'y a pas de centre national de référence. Il y a des gens qui disaient, moi je fais les pneumonies, les gens qui faisaient les coronavirus, c'est pas eux du tout d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est à Caen. D'accord ? Donc les gens se sont dit, ben, c'est nous les centres nationaux de référence. Et donc, au début, moi j'ai eu ces discussions, on me disait, écoutez, non mais il faut, les cas positifs, il faut que vous les envoyiez au centre national de référence. Mais tout le monde n'avait que des séquences à ce moment-là. On avait le génome qui avait publié chinois. 3 jours après, nous, on avait commandé. Les Allemands, qui va extrêmement vite, qui est brillantissime à Hambourg, a tout de suite dit, écoutez, voilà, moi j'ai testé une QPCR, donc on avait, nous, sélectionné 3 gènes qu'on avait commandés, pour lesquels on avait commandé les témoins positifs. 2, on a commandé les 2 des Allemands. Et puis ensuite, quand Pasteur a publié les siens, on a pris les siens, on a pris tout ce qui existait, puis on a testé, on a regardé. Ce qui est bien d'ailleurs, parce que de temps en temps, avec la PCR, c'est peut-être une question qui reviendra, parfois, il y a des contaminations qui se font à la PCR. Il faut toujours avoir une deuxième gâchette, voire une troisième, pour être sûr de confirmer les cas qui sont positifs, pour ne pas raconter des choses qui sont fausses. Parce qu'il n'y a pas de laboratoire dans lequel ça n'arrive pas qu'il y ait une contamination. Voilà. Ce n'est pas vrai, la PCR, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, la manière dont nous avons réagi, nous, c'est on regarde ce que fait tout le monde, on fait, je m'excuse de cet anglicisme du benchmarking, c'est-à-dire qu'on regarde ceux qui savent faire et on fait pareil, on les imite. Mais c'est comme ça que la science avance 9 fois sur 10. On passe notre vie à imiter ceux qui ont eu la première expérience et on fait pareil. Donc au début, on a fait pareil, très rapidement. Très rapidement, on a vu qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde parce que chaque fois qu'on parlait de cette maladie, on nous parlait d'essais et de CPP pour savoir s'il fallait, les gens qui étaient contagieux, leur faire un prélèvement rhinopharyngé. Donc on tombait des nues. Qu'est-ce que vous nous racontez là ? Les gens, ils sont revenus pour savoir s'ils avaient ça. On ne va pas leur faire signer un papier leur disant qu'ils sont d'accord pour qu'on les teste pour savoir s'ils ont le virus. Vous voyez, donc, on n'était pas, depuis le début, on n'est pas branchés sur la même longueur d'onde. Voilà. Il y a quelque chose qui m'échappe. Je ne suis pas branché. Et donc, je ne les voyais pas comme des sujets d'essai. Je vous le dis, premièrement. Et donc, je ne les vois toujours pas comme des sujets d'essai. Et j'ai suivi, au fur et à mesure qu'il y avait des données qui arrivaient, on les a suivis. Le premier patient qu'on a eu, le deuxième a été, c'est sa femme qui était la première, mais le premier patient qu'on a eu était quelqu'un qui nous a parlé de son anosmie, si vous voulez, qui était un sujet sur lequel on travaillait pour essayer d'identifier quelles étaient les causes d'infection respiratoire. Il y a un virus qui est para-influenza 3 qui donne des anosmies au printemps. Voilà. Donc l'anosmie saisonnière, c'est le para-influenza 3. Donc ça nous intéresse, l'anosmie.
Donc, on a repéré l'anosmie. Mais si vous ne la cherchez pas, et maintenant, on sait qu'il y a 60% des gens qui font les anosmies. Mais les gens n'ont pas observé ça. Donc, cette phase d'observation empirique et de lecture de la littérature, vous voyez bien que dans l'essai Discovery, comme ça, je ne parle pas, Recovery des Anglais, je ne dis pas du mal des Français. Ils n'ont pas mis ce critère clinique en disant on peut faire du diagnostic clinique d'une maladie infectieuse, ce qui n'est pas vrai. Il faut faire des tests biologiques. Et donc, ils ont publié ça. Hein. Donc, il y a quand même des gens qui ont publié des séries qui servent actuellement à réfléchir chez des gens qui n'ont pas eu de confirmation diagnostique. Et même l'élément clinique le plus déterminant de tous, ils ne le connaissaient pas, qui était l'anosmie à Guzy. D'accord ? Qui a été connu ultérieurement, et nous, je vous assure, vous faites un tri avec l'anosmie à Guzy qui est incroyablement fonctionnel. Hein. Ça marche très très bien. On l'a testé après, parce qu'en particulier, on a testé dans le personnel de soins, si vous voulez, et là, on a pu les interroger avant de savoir s'ils avaient été contaminés ou pas. Donc, il y a une vraie concordance. Ça marche très très bien pour les gens qui ont moins de 60 ans. C'est un test merveilleux d'efficacité. Donc, voilà ce qu'on a fait, et au fur et à mesure que le savoir s'est accumulé, bien entendu, on a changé. On s'est rendu compte au bout d'un certain moment qu'il y avait, parce que c'était mal décrit au départ, qu'il y avait des troubles de la coagulation très importants. On a commencé, c'est d'abord les réanimateurs qui l'ont vu, puis ensuite, nous, on s'est rapidement mis à anticoaguler les gens. D'accord ? On s'est rendu compte que les marqueurs de la coagulation étaient des marqueurs de pronostic extrêmement importants. Après, il y a eu les premiers travaux qui sont sortis de Chine encore sur les autopsies qui montraient que ce qu'on prenait souvent pour des pneumonies, en réalité, c'était des embolies pulmonaires multiples et que c'était des lésions d'infarctus du poumon et non pas de pneumonie, ce que l'on voyait. Les Chinois avaient publié aussi qu'il fallait faire des scanners low dose, sur lesquels je me suis déjà prononcé. Je pense qu'on a beaucoup de retard. J'espère que ça fait partie des projets du nouveau gouvernement d'augmenter les équipements. On a besoin de beaucoup plus de scanners. On a un sous-équipement absolument terrible dans ce pays de scanners pour remplacer les radiothorax par les scanners low dose à terme. Les Chinois avaient publié qu'il y avait au moins la moitié des gens qui étaient dits asymptomatiques, ce qui est une erreur, c'est-à-dire sans signes cliniques identifiables, en particulier respiratoires, si vous voulez, qui avaient des lésions pulmonaires au scanner. On a confirmé ça. D'accord ? Donc ça veut dire, bien sûr, la prise en charge a sans arrêt changé, puisque quand vous avez des gens qui disent est-ce qu'il faut tester les gens asymptomatiques, mais asymptomatiques, de quel point de vue ? Est-ce que c'est asymptomatique parce que les gens ne sont pas essoufflés apparemment ? Ou est-ce que vous regardez la saturation en oxygène, ce qu'on fait systématiquement ? Est-ce que vous regardez les scanners ? Et donc, vous ne voyez pas la même chose. Bien entendu, la manière dont vous regardez les gens ne va pas vous dire... Donc, si vous les considérez comme la grippe, si vous voulez, donc la déduction faite de c'est comme la grippe, c'est pas vrai. C'était une autre maladie, et pour le savoir, il faut prendre le temps, il faut les regarder. D'accord ? Il faut commencer, on les examine, on regarde ce qui se passe, on regarde les examens, on lit la littérature de ceux qui en avaient déjà eu 5000 cas quand ça nous est arrivé dessus. D'accord ? Et à partir de ça, on définit une stratégie, pas avant. Oui, en tout cas, moi, c'est ce que nous, on a pensé, c'est ce que nous, on a fait. Voilà. Ultérieurement, effectivement, quand on a vu cette situation, nous, on a décidé qu'il fallait, puisque nous ne savions pas qui c'est qu'il y allait avoir des lésions et pas des lésions, comme ça avait été décrit en Chine, avant que ça commence en France, hein, eh bien, on a décidé, on a dit, il faut tester les gens quand ils viennent. D'accord ? Et on a commencé à tester les gens quand ils venaient. D'accord ? On a tout de suite mis en place notre système de PCR à très haut débit, parce que vous savez que les Français ont été rapatriés du Wuhan juste à côté de chez nous. Et donc, très rapidement, on a commencé à tester des centaines de PCR. Et donc, on a fait ça. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, eh bien, on a augmenté. Hein. Maintenant, on conseille aux gens de mesurer leur saturation en oxygène. S'ils ont moins de 95, je pense qu'il faut le généraliser. Il faut qu'ils viennent à l'hôpital pour avoir de l'oxygène. Parce que sinon, au moment où ils sentent qu'ils sont en insuffisance respiratoire, c'est juste avant de rentrer en réa. Et même maintenant, même à Marseille, il y a entre 50 et 60% des gens qui rentrent en réanimation qui commencent leurs soins en réanimation. Et ceux-là, on aurait peut-être pu empêcher qu'ils rentrent en réanimation en les oxygénant avant, en les anticoagulant avant. Vous voyez ? Donc, c'est une notion qui est importante qu'on ne pouvait pas connaître avant, cette discordance, si vous voulez, entre les signes cliniques et l'état d'oxygénation. Voilà.
Et d'ailleurs, un de ceux qui est mort parmi les plus jeunes, qui avait 59 ans, est mort d'embolie pulmonaire. S'il était arrivé 3 semaines plus tard, il ne serait pas mort, parce qu'on le savait à ce moment-là, 3 semaines plus tard. Donc il y avait cette connaissance progressive, si vous voulez, va mal avec des opinions très tranchées, voilà, initiales. Et puis, donc, au fur et à mesure du savoir, nous avons modifié les choses. Et, comme je vous l'ai dit, on a proposé tout de suite une proposition d'essai thérapeutique qui imitait ce qui avait été fait en Chine, avec des posologies avec lesquelles on est familier d'hydroxychloroquine, et un essai thérapeutique qui a toujours été avec un seul bras, donc qui a été validé par le CPP à l'époque. On a rajouté, parce que ça fait partie de la pratique clinique de l'azithromycine, dont on savait par ailleurs que c'était un antiviral sur des virus ARN, et on a eu la surprise de voir que les charges virales diminuaient à une vitesse absolument spectaculaire. Donc on a dit, mais voilà, on a prévenu, mais tout de suite, on a toujours tenu au courant le ministère, et on a voulu faire un essai thérapeutique en disant, écoutez, cette azithromycine, c'est tellement impressionnant qu'on veut faire un groupe hydroxychloroquine, un groupe hydroxychloroquine-azithromycine. Et là, dans le CPP, on est tombé sur un méthodologiste qui voulait qu'on reparte à zéro et qu'on fasse un groupe de placebo, ce que moi, je ne pouvais pas faire parce que je considérais que ce n'était pas éthique. Donc, je ne voulais pas le faire. Et donc, on a dit, écoutez, on va faire ce que le soin courant et l'état de la connaissance nous permet de dire, c'est ce qu'on venait de publier, et donc c'est ce qu'on a fait. Ensuite, eh bien, au fur et à mesure, on a continué à avoir une politique de cette nature, compte tenu du fait que les gens ont soulevé quelque chose qui m'étonne, qui m'étonne toujours d'ailleurs, sur la toxicité potentielle de l'hydroxychloroquine. On a rajouté, pour être sûr qu'il n'y avait aucun problème, on a demandé au professeur de cardiologie de vérifier tous nos électrocardiogrammes. On a fait systématiquement des kaliémies à tout le monde pour être sûr, et on a installé dans l'IHU le dosage du potassium en moins d'une demi-heure pour être sûr de pouvoir tout de suite donner le traitement. Donc tout ça, au fur et à mesure que les questions sont levées, on a réagi pragmatiquement parce qu'on a cette autonomie, cette capacité à faire les choses sur place et de décider au fur et à mesure de les faire fonctionner. Voilà. Et puis, voilà, maintenant, on soigne les gens comme ça. Et puis, je vous ai donné, tous ces chiffres sont entièrement officiels aussi, les chiffres que je vous donne. Je ne peux pas inventer les chiffres, je donne tout ça tous les jours à l'ARS, tous les morts, tous les détectés, tous les positifs. Enfin, on ne peut pas inventer des chiffres dans ce pays, c'est l'assistance publique. Enfin, on ne peut pas inventer les chiffres. Donc, il faut revenir sur Terre. Les gens qui pensent qu'on invente les données, mais je ne sais pas, on est un pays administré. Parfois trop, mais enfin, on est administré. Je vous coupe, parce qu'il y aura beaucoup de questions. Catherine Desroches avait posé la question sur les CPP éthiques. Oui, moi, si vous voulez... Vous avez un avis là-dessus? J'ai un avis qui est le mien, et donc je veux bien partager avec vous. Vous savez, je me méfie, peut-être parce que le temps a passé, je me méfie beaucoup de toutes les modes. Donc, je ne suis pas très sensible non plus à ça. Les modes méthodologiques, ce sont des modes méthodologiques. Je vais vous donner un exemple. Je vous l'ai donné parce que vous n'êtes pas obligé de me croire, mais je vous donne les documents sur lesquels on travaille. Vous voyez, ce document, je l'ai transmis. C'est le Cochrane Library. Ils sont spécialisés depuis peut-être 25 ans pour analyser toutes les publications et toutes les recommandations. D'accord ? Et comme maintenant, les recommandations depuis qu'a été développé quelque chose qui s'appelle la médecine basée sur les évidences, c'est de dire, écoutez, il faut avoir un essai ou 2 essais randomisés. Donc là-dessus, ils ont étudié, et eux, c'est les rois de cette analyse-là. Eux, ils ont analysé 250 méta-analyses, c'est-à-dire des analyses qui ont regroupé plusieurs analyses, donc plus de 4000 analyses, pour regarder s'il y avait une différence de résultats et de qualité entre les études randomisées et les études observationnelles. Et la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de différence. D'accord ? Donc, le fait que les études randomisées soient l'alpha et l'oméga de la prise en charge thérapeutique, c'est juste pas vrai. Quant aux recommandations, là aussi, parce qu'au bout d'un moment, moi, c'est les choses qui, pour moi, allaient de soi, mais s'il faut que je les explique, je les explique. Moi, j'ai regardé les recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses. Je vous ai donné la référence, avec quelqu'un qui a fait une fois cette analyse en disant combien de recommandations de la Société américaine de maladies infectieuses sont basées sur au moins une étude randomisée. Il y a 18%. Donc il y a 82% des recommandations thérapeutiques en maladies infectieuses aux États-Unis pour lesquelles il y a 0 étude randomisée. D'accord ? Donc il faut être un peu plus paisible avec ça avant de dire, vous savez, c'est la règle, c'est comme ça, sinon on vous tue et c'est nous qui savons.
C'est de l'idéologie. C'est une des raisons sur lesquelles je ne veux pas discuter de ça sur le plan idéologique. Je l'ai fait déjà. J'avais fait un jeudi de l'IHU qui est online, où j'avais invité Mme Costagliola pour parler des méthodes. Nous n'étions pas d'accord parce que sur le plan idéologique, nous ne sommes pas d'accord. Maintenant, nous ne sommes pas d'accord non plus, j'ai essayé de l'exprimer, comme médecin, moi je ne veux pas faire ça. C'est-à-dire je ne peux pas dire à un malade, écoutez, je vais vous donner un truc, je ne sais pas s'il y a un traitement ou pas dedans et je vais vous tirer au sort. Je ne sais pas le faire. Je n'ai jamais su le faire et je ne le ferai pas. Et les malades qui acceptent, je vous assure que, soit ils n'ont pas compris, soit la plupart refusent. Parce qu'on n'est pas là pour ça. D'accord ? Et donc, il y a une vraie question qui est, est-ce qu'on devient maniaque d'une méthode, si vous voulez, qui manifestement n'est pas réellement pratiquée très fréquemment par des praticiens, d'accord ? Ou est-ce qu'on est dans le contrat millénaire que nous avons de « je vais faire du mieux que je peux avec ce que je sais ou ce que je crois savoir à ce moment-là pour vous spécifiquement ». Voilà. Et donc, il y a une vraie question, et on a vu, pour revenir sur votre question précisément pour les CPP, une dérive qui s'est faite. Au début, les CPP, c'était fait pour ça. C'était fait pour, attendez, vous n'allez pas faire de l'expérience avec n'importe quoi. Donc, il faut qu'il y ait des sages qui regardent, et donc, on avait prévu des compositions de CPP, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ancien, je m'excuse, moi, je les ai vus naître. Dedans, il était prévu qu'il y ait des gens de sagesse dedans. Donc, il fallait qu'il y ait un prêtre, un pasteur, un rabbin, des gens qui aient la sagesse et le recul pour dire, écoutez, il faut faire attention, est-ce que c'est nécessaire ? Moi, je peux vous dire, j'ai créé dans ce pays le premier comité d'éthique animale en France. D'accord ? C'est vrai qu'on a eu des problèmes terribles à la faculté de médecine, j'étais en charge de la recherche, je vous parle de 1989. Et on a fait un comité d'éthique pour dire, écoutez, est-ce que ce truc est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est d'abord les conditions de vie, et puis deuxièmement, est-ce que ce n'est pas totalement inutile ? Donc, les CPP, c'est à ça que ça sert. Les CPP, ça sert et dans notre comité d'éthique animale, d'ailleurs, on avait interdit les essais sur les chiens, les chats et les singes, ce qui simplifiait les rapports avec la population environnante. Ouais. Il y avait les rongeurs. Donc, il y a une vraie question, c'est les CPP, c'est pas fait. Il y a une prise de pouvoir par les méthodologistes, c'est pas fait pour valider la méthodologie, c'est pour savoir si c'est moral. C'est ça que ça veut dire. Est-ce qu'on a le droit de faire ça dans cette situation-là ? Voilà. Et donc, cette dérive-là de « oui, on a le droit de faire ça dans cette situation-là, vous avez le droit de faire de l'expérimentation dans cette situation-là », est devenue une dérive administrativo-méthodologique qui n'a plus rien à voir avec la raison pour laquelle ça a été créé. Donc, c'est pour ça que je pense qu'effectivement, il faut s'emparer, j'espère, enfin moi je pense que le législateur doit s'emparer de cette question, de cette réflexion sur l'expérimentation humaine, en sachant, écoutez, là, l'histoire de nous faire avoir un CPP pour faire un écouvillon pharyngé, je pense que c'est du délire, vous voyez, je pense que ce n'est pas sérieux. Et je pense que, en revanche, de faire des essais, moi j'ai une grande folie contre les essais de non-infériorité. Les essais de non-infériorité, c'est de dire aux gens, je ne sais pas qui on peut faire accepter, de dire à un genre, on va tester un médicament pour savoir s'il est aussi bon que le traitement de référence. Mais qui c'est qui peut faire ça ? Quelle est la personne qui va accepter une chose pareille ? Mais ça, il y a une dizaine d'essais de non-infériorité qui sont faits. Tous les nouveaux médicaments, ils sont faits avec des essais de non-infériorité. Parce qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres. Ce n'est pas vrai, on n'arrive pas à le démontrer. Donc, si vous voulez, il y a une vraie réflexion de fond à avoir, morale, je pense, qui est aussi un des éléments probablement qui a fait jaillir un tel conflit. Voilà. C'était votre deuxième question. Voilà, je crois que vous avez répondu aux questions. Catherine ? Oui, si j'entends bien, le parcours du patient qui arrive chez vous est le même depuis le début. Oh, il est amélioré. Et quels sont les points d'amélioration ? Si vous voulez, on a acheté, du coup, quand on s'est rendu compte qu'on ne voyait pas les saturations, on a acheté des appareils pour mesurer la saturation à tous les gens qui se présentaient. D'accord ? Et donc maintenant, à partir de 1995, on fait les radios, on fait, etc. Ça a changé. L'anticoagulation systématique, ça a changé. Voilà, ça, ce sont des choses qui ont changé. Hein ? L'électro, la kaliémie. Ouais. Donc tout ça a changé au fur et à mesure, bien sûr. Merci. Sylvie Vermier. Merci, Monsieur le Président. Professeur, j'aurais deux questions. La première concerne la démocratie. Depuis le début de ces auditions, on a beaucoup parlé de démocratie sanitaire, en quelque sorte, qui aurait été oubliée. On a oublié de
d'entendre les familles. Moi, je trouve qu'on a surtout oublié d'entendre les patients. Je vais vous faire un petit témoignage personnel qui rejoint celui de milliers de personnes. J'ai été malade vers le 15 mars, à un moment où il n'était pas possible d'être testé, puisque les tests étaient réservés aux soignants. Et on nous disait donc de rester chez nous avec des boîtes de Doliprane. À ce moment-là, les malades n'étaient en fait que des chiffres. On recevait tous les jours le nombre de morts, le nombre de malades, et on n'était guère plus que ça. Et je veux dire qu'au moment où vous avez lancé votre essai, vous avez été le premier à nous donner de l'espoir. Je vous en sais gré et je tiens à le dire ici. Jusqu'à vos travaux, le seul espoir qu'on avait, c'était une boîte de Doliprane. Voilà. Alors, en matière de démocratie sanitaire, ça c'est une chose. Mais pour le coup, aujourd'hui, on a le sentiment qu'il n'y a pas de démocratie dans le monde de la recherche. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est la force de la pandémie qui explique ça ? Est-ce que c'est la pression médiatique ? Ou est-ce que c'est le fait, comme vous l'avez dit en préambule, le fait qu'il n'y a pas de patron, qu'il n'y ait pas de leader dans le monde des maladies infectieuses ? Ma deuxième question portera sur le virus. Vous avez déclaré récemment « Il existe deux hypothèses particulièrement plausibles, soit que l'épidémie disparaisse complètement, soit que l'épidémie reprenne et devienne saisonnière. » Comment ça peut être un cas ou l'autre ? Merci. Je vous remercie, je suis très sensible à ce que vous dites. Je vais vous dire la raison pour laquelle, en pratique, en réalité, vous savez, souvent c'est des anecdotes ou des moments de vie qui déclenchent de tourner les choses. Je pense que je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Il se trouve qu'une fois, passant un dimanche pour voir comment les choses se passaient, au moment où elle grandissait, j'avais une de nos assistantes, qui est une fille merveilleuse, mais qui avait passé le week-end là, qui était épuisée, et elle était en train de se disputer avec un papa qui avait un gosse de 3 mois dans les bras, qui avait un masque sur lui et sur le gosse, et elle ne voulait pas le tester parce que ça ne faisait pas partie des critères qu'on s'était donnés. Et donc ce type disait, bah, écoutez, moi je suis passé par un aéroport à Amsterdam, j'ai peur que mon gosse soit malade, et je lui dis, bah, ça suffit, écoute, on fait des convictions, le gosse, et il repartira tranquillisé, tu vois pas qu'il est terrifié. Ça ne changeait pas les choses, on ne peut pas, c'était mon avis. Il était négatif, on a appris après qu'à cet âge-là, c'était la plupart du temps négatif, mais on ne peut pas laisser les gens sans leur proposer ou leur donner une solution. C'est mon avis. Et je pense que d'être sur le terrain, vous voyez, c'est la raison pour laquelle je crois tellement au nœud et au terrain. D'être sur le terrain, ça nous a fait changer notre manière de percevoir les choses parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose, non seulement, effectivement, les détecter d'abord pour les rassurer, pour leur dire s'ils étaient ou n'étaient pas positifs, et d'autre part pour les prendre en charge. Donc sur la question de l'évolution, je ne sais pas, je pondère toujours ce que je dis en disant, je ne crois pas au modèle, je ne crois pas à la prédiction. Tout ce par quoi moi j'arrive à raisonner, c'est par analogie. D'accord ? Donc je dis, écoutez, ce qu'il y a de plus proche se passe comme ça, peut-être que ça va se passer comme ça. C'est la seule chose que je peux dire. Donc vous savez qu'il y avait 6 coronavirus avant, il y en a 4 qui sont saisonniers. Ils ont bien dû commencer par être autre chose que saisonniers, comme la grippe, si vous voulez. La première grippe, au moins du XXe siècle, elle n'a pas du tout été saisonnière. Elle a duré toute l'année, elle a commencé l'été. C'est la grippe espagnole, si vous voulez. Puis c'est devenu quelque chose qui est rythmé et qui est plutôt, à part quand il y a un nouveau variant, qui est plutôt effectivement saisonnier pour des raisons qu'on ne comprend absolument pas. Ce n'est pas le froid, hein, puisqu'il y en a dans le sud, en Afrique. Pendant des années, les gens pensaient qu'il n'y avait pas de grippe en Afrique parce qu'ils pensaient que, vous savez, l'influenza, ça veut dire de l'influenza di freddo, l'influence du froid. Donc ça a été décrit, si vous voulez, à la Renaissance comme étant une maladie qui était sous l'influence du froid. Bien sûr, c'était nous qui le décrivions en Europe, et comme chez nous, c'est saisonnier au moment où le froid arrive, on pensait que c'est une maladie liée au froid. Mais il y en a autant dans les pays chauds, même plus. Et dans la zone tropicale, il y en a toute l'année, et un peu plus pour l'Afrique que je connais un peu, moi, l'Afrique de l'Ouest. Il y en a plus pendant la saison des pluies, au contraire. Donc on ne comprend pas bien ces rythmes saisonniers, mais chez nous, c'est vrai qu'il y a une saisonnalité. Tous les virus respiratoires n'ont pas la même saisonnalité. Je vous parlais de para-influence des 3, c'est le printemps et l'automne. Ce n'est pas l'hiver. D'accord ? Donc, si par analogie, vous me forcez à dire, écoutez, à quoi ça va ressembler ? Je dis, analogiquement, le SARS, le premier, hop, il y a eu une pique et puis ça s'est arrêté en juillet. Tant qu'il n'y a plus de cas du tout, et il n'y en a plus depuis. D'accord ? Les autres coronavirus, ce qui s'est passé, c'est que
Il y a un moment, probablement, on n'a pas su quand, parce qu'on les a découverts un peu par hasard, les autres coronavirus endémiques, eh bien, il y a probablement une diffusion qui s'est faite un peu partout dans le monde, parce que lui est partout, hein, on le trouve partout, on le trouve en Afrique, on le trouve partout, hein, et en Chine. Et donc, il s'est installé maintenant durablement avec nous, et il a une épidémie saisonnière avec quelques cas sporadiques pendant le reste de l'année. Et donc, c'est les deux modèles que je connais de coronavirus. Donc, si vous me demandez, je dis, écoutez, voilà, bon, les modèles que je connais, c'est ceux-là. Donc, il y a une chance que ça ressemble au modèle qu'on connaît déjà, mais peut-être que ça sera quelque chose de totalement différent, parce que c'est une autre maladie, c'est une nouvelle maladie. Et là, en plus, il est en train de se passer des choses que moi, je n'avais pas vues, décrites en tout cas avec les coronavirus. C'est la vitesse de mutation qu'il a actuellement. Voilà. Et donc, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Vous n'avez pas répondu à ma première question sur la démocratie dans le monde de la recherche, qui, à mon sens... Écoutez, je redoute que la recherche ne soit pas du tout démocratique. Je pense que la recherche, c'est comme le sport de haut niveau. Ouais. Ce n'est pas démocratique. Voilà. L'idée que c'est démocratique, si vous voulez... Alors, dans les phases stationnaires, vous savez, un des grands épistémologiques, historiens des sciences, dit, vous savez, il y a 3 phases dans le domaine de la recherche, dans un domaine particulier. Il y a une première phase qui est une phase pionnière. Et dans la phase pionnière, ce sont des gens qui sont audacieux, qui brisent les lignes, qui sont empoisonnés toute leur vie. D'accord ? C'est les pionniers. Et puis ensuite, il y a une phase de plateau, si vous voulez, qui est dite normale, dans laquelle les choses avancent petit à petit, on rajoute un petit peu. C'est une phase qui devient collective, c'est ce qu'on appellerait la recherche démocratique, dans laquelle les études multicentriques avec 7 pays européens, chacun rajoute un petit bout. Ça, c'est la phase du plateau. Et puis, malheureusement, après, il y a la phase du déclin, c'est-à-dire que le champ s'épuise et puis il y a un autre champ qui naît. C'est comme ça. Et tous les épistémologistes ont observé ça. Il y a des phases. Et quand vous êtes à une nouvelle phase, en particulier dans les phases de découverte, les conflits sont terrifiants. Parce que, et c'est toute l'histoire comme ça, si vous lisez, enfin moi je vous recommande de lire, changer d'avis, un livre merveilleux de Latour qui s'appelle « Guerre épée des microbes, la vie de Pasteur », c'est génial. Voilà. Et c'est une vraie œuvre scientifique, c'est pas un roman. Il lit tous les journaux de l'époque, tous, qui rapportent ça pour voir comment Pasteur a réussi en ayant des forces qui étaient à la fois des forces politiques, des alliés qui étaient les hygiénistes, comment s'est passée l'idée du germe. Ça a été un combat terrible. Vous savez que Lamarck, qui était vraiment notre inventeur à nous de l'évolution, a été condamné à ne plus parler par un type qui était un immense scientifique, qui était Cuvier, qui était à l'époque tout puissant en sciences, et qui l'a réellement rendu muet, alors que c'était le plus grand scientifique de l'évolution du monde. La vie, c'est un sport de combat. Je m'excuse, mon prochain livre s'appelle « La science est un sport de combat », vous verrez. Merci. Vous avez parlé, professeur, avant de donner la parole, s'il le veut bien, à Bernard Jaumier, de vitesse de mutation. Ce matin, on nous a dit qu'il semblait que le virus ne mutait pas. Je ne sais pas qui a quoi. Moi, je sais ce que j'ai moi. Donc, je pense qu'on fait plus de séquences que n'importe qui. Donc, on fait énormément de séquences. Et dans des conditions, d'ailleurs, je suis obligé de faire venir les gens le week-end pour pouvoir continuer à faire les séquences. Donc, on a fait à peu près 500 séquences de virus depuis juillet parce qu'on a été étonnés de voir la forme que prenaient les cas cliniques et l'épidémie depuis juillet. Elle paraissait différente. Donc, on avait... Et dès le départ, on a trouvé un mutant qu'on a appelé Marseille, qui est assez... C'est online, hein, vous pouvez les regarder, qui est assez... qui présentait plus de mutations que ce qu'on avait l'habitude de voir. Il y avait 23 mutations par rapport à la souche de Wuhan. Donc, on pensait que réellement, celui-là, on a tracé sa source. C'est-à-dire, il est venu du Maghreb, sur les bateaux. Et tous les premiers cas ont été vraiment liés à ça. Et ensuite, il y a une diffusion qui s'est passée dans l'environnement. On a eu 100 cas de ce virus-là. Actuellement, ce virus-là a à peu près disparu depuis août. Et on pensait que c'était lui qui avait pris le truc. Et on a maintenant 7 mutants. Et celui qui est le plus actif actuellement, c'est celui qu'on a appelé 4, où on a 60 cas du 4. Et globalement, si vous voulez, si vous regardez
le nom, mais vous voyez bien qu'on ne peut pas parler de la même chose. Moi, je vous assure, c'est des données, je viens de les écrire, ces données. Vous n'avez qu'à les regarder, elles sont online, parce qu'on met, effectivement, c'est une de nos sections, on met tout online maintenant, en particulier dans des situations épidémiques, pour que tout le monde puisse en profiter. Si on regarde, nous, tous les virus que nous avons eus jusqu'en mai, et qu'on regarde si vous regardez sur notre site, vous le verrez, on a beaucoup réfléchi pour le représenter de manière qui est visible, c'est-à-dire sur un cercle, le degré de variation par rapport à la souche initiale. Si vous regardez la différence entre les différentes souches que nous avions par rapport à la souche initiale, elle donnait un cercle d'un diamètre X. Si vous regardez maintenant ce que nous avons depuis juillet, ce diamètre a été multiplié par 10, c'est-à-dire la variabilité des virus que nous avons maintenant. Les virus que nous avons maintenant sont présentent entre eux 10 fois plus de variations que les virus que nous avions jusqu'en mai. D'accord ? Et c'est des variations qui sont très intéressantes parce que ce sont des variations qu'on voit dans la dégradation des génomes en général, c'est-à-dire c'est des variations, vous savez qu'il y a 4 bases dans les génétiques qui sont ATGC pour l'ADN et pour les virus ARN. À la place d'un T, vous avez un U. Et donc la dégradation de C vers U normalement est réparée parce que la plupart du temps, elle est délétère. Et donc là, ce qu'on voit majoritairement, c'est des mutations de T vers U qui traduisent soit l'effet d'une enzyme qui est bien connue chez les humains qui s'appelle ApoBec, qui a l'habitude de couper les virus. Donc peut-être qu'au fur et à mesure que ce virus s'est répandu, il est arrivé des formes qui permettent la transformation de C vers U, soit il se passe quelque chose dans ce virus qui permet ça. Mais ce que je peux vous dire, alors ça on l'a aussi étudié, peut-être que Delfrécy ne l'a pas vu encore, mais moi je l'ai vu parce qu'on a envoyé le papier. On a comparé 100 cas à partir de juillet et 100 cas avant pour regarder quel était le degré de leur trouble de coagulation. Et donc ils ont beaucoup moins de troubles de coagulation, ils sont moins sévères et la mortalité est plus faible. Donc il se passe quelque chose avec ce virus qui en fait quelque chose de différent. Voilà. Et donc, moi je regrette, vous voyez, qu'on vous dit ça, parce que moi j'ai téléphoné au conseiller du ministre pour lui dire et pour lui donner les données. Hein. Donc la question que vous me posiez, moi toutes les semaines, je téléphone à Antoine Tesnière, qui est le conseiller du ministre, pour lui dire, écoute, je vais parler de ça, voilà ce que nous avons, si vous voulez les données, vous les avez. Donc je reste à l'intérieur d'une démocratie où je partage mes résultats, mais je les partage ensuite avec la planète entière. Et 100 cas, permettez-moi d'insister, parce que l'affaire me semble d'importance. 100 cas comparés, oui, entre avant et après le mois de mai, c'est suffisant pour... je ne sais pas ce que vous appelez suffisant, globalement. Moi non plus. Moi non plus. Non, mais globalement... Est-ce suffisant pour affirmer, oui, il y a mutation? Ah non, mais ou c'est constaté? Non, la mutation, ça n'a rien à voir avec ça. La mutation, c'est un truc qu'on constate dans le virus. Donc nous, on a fait 500 séquences de génomes viraux. D'accord. Donc là, de juillet-août, c'est visible. On voit, à la place d'avoir cette base, quoi, hein. On s'est rendu compte, nous et d'autres, qu'on pouvait séquencer directement les virus avec les nouvelles... Bien devant le micro, s'il vous plaît, on peut séquencer les virus maintenant directement en dehors sans avoir besoin de les cultiver, bien qu'on ait cultivé beaucoup. Mais pratiquement, chez tous ceux qui ont moins de 20 CT, on peut avoir le virus entier dans les 8 heures qui suivent, le génome entier dans les 8 heures qui suivent. Donc, si vous voulez, de pratiquer des génomes, quand on a tout, encore une fois, hein, c'est-à-dire on a le prélèvement, on voit que les CT sont bas, on peut les envoyer en séquence, et puis on a, nous, un mécanisme d'analyse des séquences qui nous permet de voir ça. Voilà. Bernard, le papier est sur notre site, vous pouvez le regarder. Enfin, c'est des données qui sont... Absolument, nous regarderons tout cela, bien sûr, avec beaucoup d'intérêt. Bernard Jomier. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur le Président, revenir sur votre propos liminaire, et, parce que le professeur Raoult y a répondu, et je voudrais lui expliquer quel était l'intérêt de notre démarche qui était de vouloir vous auditionner en présence et en débat avec d'autres spécialistes, d'autres personnalités ayant une compétence éminente comme la vôtre. C'est une méthode que nous utilisons couramment dans cette commission d'enquête. Pourquoi ? Parce que, et la discussion qui vient d'avoir lieu le démontre parfaitement, vous pouvez
avec un savoir technique qui est incomparable au nôtre en la matière, nous faire un exposé pendant 10 minutes de virologie pour nous expliquer que le virus semble muter. Mais un autre virologue éminent, le professeur Lina, nous a expliqué et nous a dit plusieurs fois que non, le virus n'avait pas muté. Et ça ne fait pas beaucoup avancer notre compréhension. Nous avons besoin, nous ne sommes pas dans des conflits. Ce n'est pas notre méthode ici de mettre en scène des matchs de catch et de générer du conflit. C'est notre méthode de faire ressortir les points qui font clivage. Et si pour vous, ça peut être pénible parce que vous avez des conflits avec d'autres collègues, d'autres confrères qui sont parfois effectivement virulents, ce n'est pas notre problème. J'en suis tout à fait désolé pour les uns et les autres, mais nous devons rendre compte aux Français, aux personnes qui résident sur notre territoire, de ce qui s'est passé, et sur ces sujets fondamentaux qui sont les vôtres, la recherche, les tests, le dépistage. Vous faites partie des personnes qui avaient une expertise et qui ont été en désaccord avec d'autres. Et pouvoir vous entendre, vous répondre entre vous, est pour nous essentiel dans la construction de notre représentation et de notre compréhension de ce qui se passe, de ce qui s'est passé et de ce qui se passe. Voilà, donc je ne vais pas poursuivre là-dessus, mais comprenez juste que nous ne souhaitions pas vous faire vivre un moment pénible pour vous à titre personnel. Je comprends que ça n'est pas agréable d'être poursuivi devant des instances disciplinaires, d'avoir des procédures en justice, mais nous avons la nécessité de mener notre travail dans les meilleures conditions et très tranquillement, professeur, avec le respect que je vous dois, vous ne nous aidez pas là dans notre tâche. Votre exposé est certes très intéressant, mais il ne m'aide pas à progresser de façon suffisante. Alors, je vais en venir à quelques questions. Non, vous allez répondre après, vous n'en faites pas. Je vais en venir à quelques questionnements parce que vous avez eu l'attention, je dirais, de nous envoyer en préliminaire à cette audition un document extrêmement complet de réponse à notre question. Ce matin, nous débattions, et nous l'avions fait au rapporteur. Mais ne vous inquiétez pas, chers collègues, vous allez tout comprendre. Ce matin, nous avons eu une discussion, et les jours lors d'auditions précédentes, sur la question des tests et de la lenteur, je ne refais pas l'histoire, du déploiement des tests dans notre pays. Et au printemps, quand nous étions en pleine vague épidémique, nous voyions tous, devant votre institut, des files de personnes qui venaient pour faire des tests, et vous pratiquiez beaucoup de tests. Et dans le document que vous nous avez envoyé, vous dites nous avons fait à l'IHU 200 000 tests sur 100 000 personnes. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser ce calendrier ? Il semble que globalement, les patients qui ont été hospitalisés en maladies infectieuses en Île-de-France n'ont pas eu de perte de chance par rapport à ceux qui ont été hospitalisés en maladies infectieuses dans d'autres régions. Donc, qu'est-ce que cette destruction physique dont vous avez parlé ? J'ai compris que le fait d'avoir scindé géographiquement, mais j'imagine des services et des capacités, mais j'imagine que ça allait au-delà puisque la critique est très dure. Et puis enfin, dernier point que je ne souhaitais pas soulever parce que ce n'est pas l'objet exactement ici, mais vous êtes revenu sur l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Et vous avez, dans votre exposé préliminaire, expliqué un principe qui me paraît très, très sain, celui du benchmark. Vous regardez ce qui fait à l'étranger, vous avez cité la Chine et l'important savoir qu'elle a accumulé. Aujourd'hui, il semblerait que la plupart des pays, des États-Unis au Japon, de la Corée du Sud, à l'Allemagne, en passant par la Chine, ne recommandent pas ce traitement-là. Donc il semblerait que la science a parlé. Et c'est la liste des pays qui ne recommandent pas ou qui même déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Et peut être distribué à tout le monde. La deuxième chose, c'est que le temps, encore une fois, fait le tri. Au début, les gens disaient ça ne sert à rien de faire des tests. Pourquoi ils n'ont pas fait des tests ? Parce que les centres nationaux de référence leur ont dit, écoutez, c'est compliqué et difficile de faire les tests. Et une fois que cet embranchement était parti, il était extrêmement difficile de revenir sur cet embranchement. Extrêmement difficile. Et donc, c'est pas vrai qu'il n'y avait pas les réactifs, je l'ai dit, je l'ai redit, et puis je vous le redis encore une fois si vous voulez. Les laboratoires vétérinaires ont écrit à peu près à tout le monde, y compris au Conseil scientifique, pour leur dire qu'ils avaient de faire 300 000 tests, et les autres ne leur ont pas répondu, et nous on a répondu, et on s'en est servi.
D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas penser que dans une crise comme ça, où il y a des opinions différentes, vous allez, par la magie du Sénat, faire que les gens vont être d'accord à la fin. C'est le temps qui trie. Le temps trie, et à la fin, on voit ce qui s'est passé. D'accord ? C'est à la fin qu'on voit ce qui s'est passé. Quant, encore une fois, à l'hydroxychloroquine, et donc pour les tests, on a fait ce qu'on fait quand on est en situation de crise, c'est-à-dire tous les jours, on s'est débrouillé. Nous-mêmes, on a fabriqué de quoi faire 430 000 tests. Nous-mêmes, chez nous, lyophilisés. D'accord ? On s'est organisé pour faire face. C'est l'intendance qui a suivi la décision, ce n'est pas l'intendance qui a commandé la décision. C'est comme ça qu'on a vu les choses et c'est comme ça que je continuerai à les voir. Quant à votre opinion sur qui et qui ne donne pas l'hydroxychloroquine, je vous assure, je viens d'avoir un papier accepté sur lequel on a mis l'ensemble des pays qui recommandaient l'hydroxychloroquine, la mortalité dans l'ensemble des pays qui regardaient la chloroquine, et ça n'est pas ce que vous dites, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous émettez une opinion scientifique, et donc vous voyez, je ne suis pas d'accord, et donc que chacun fasse son métier, les vaches seront bien gardées. Vous entendrez 2 échos, et le temps triera à la fin. On verra bien. Merci. Bien sûr, tu as répondu. C'est pas encore dans le document, je crois. C'est dans le document. C'est dans le document. Bon, c'est dans le document que nous communiquerons bien sûr à l'ensemble de nos conseillers parce que la lecture est intéressante. De nos commissaires, pardon. Monsieur le Président, je ne suis pas dans un débat d'opinion. Je suis rapporteur d'une commission d'enquête et professeur. Je vais vous citer une liste incomplète d'ailleurs des pays qui actuellement, dont les autorités de santé déconseillent l'usage de l'hydroxychloroquine. Si ce que disent ces autorités est inexact, je veux bien l'entendre. Je veux bien entendre votre opinion qui ne la partage pas, mais vous ne pouvez pas dire que c'est une opinion de ma part. Aux USA, la NIH et l'Infectious Disease Society of America déconseillent l'utilisation de l'hydroxychloroquine. En Grande-Bretagne, c'est déconseillé. Dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé demande de ne pas l'utiliser, quelle que soit la gravité. L'Italie déconseille, la Belgique déconseille, l'Allemagne déconseille, le Brésil, le Portugal, la Chine, le Chinese Center for Disease Control and Prevention, estime que l'utilisation doit être déconseillée, quelle que soit la gravité. Le Japon, l'Australie, l'Espagne, le Canada, l'European Medicine Agency pour l'Europe, la Suisse et la Corée du Sud. Je n'émets pas une opinion. Si ces recommandations sont erronées, je peux l'entendre et j'attends qu'on nous l'explique. Mais je ne vais pas mener de débat scientifique avec vous, ce n'est pas le sujet. Je réfute simplement, professeur, le fait que vous transformiez ma question en un débat d'opinion entre vous et moi. Je respecte votre opinion. Écoutez, je vous émets les recommandations des pays concernés. Encore une fois, je vous recommande, vous le verrez, encore une fois, on a un papier dans lequel on explique ça extrêmement précisément. Ce sont des généralités. Vous savez, pour faire des généralités et trouver qu'on est d'accord, c'est extrêmement simple. Moi, je peux vous dire, aux États-Unis, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Il y a un tiers des États dans lesquels l'hydroxychloroquine est recommandée. Il y a un tiers des États dans lesquels ils ne savent pas trop ce qu'il faut faire et un tiers des États qui suivent les recommandations de Fauci. C'est un pays fédéral. Donc, il n'y a pas d'homogénéité aux États-Unis et il compare même aux États-Unis. Il y a des conflits. Les conflits autour de l'hydroxychloroquine sont mondiaux. Il compare même aux États-Unis, État par État, quelle est la mortalité liée au Covid par rapport à la prescription ou non d'hydroxychloroquine. Pardon ? La liste, oui, vous la regarderez, la liste. Nous, on a fait une liste, on a marqué chaque source, de chaque source, d'où elle vient, comment elle fait, comment on fait de la science. Donc, vous le lirez, vous verrez. Si vous souhaitez que je vous envoie le préprint, je vous l'enverrai. Il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que je fais, il se trouve que c'est un sujet sur lequel vous imaginez bien qu'on travaille. Nous, on a estimé qu'il y avait 4,6 milliards de gens qui vivaient dans les pays dans lesquels on recommandait ou on disait vous pouvez utiliser l'hydroxychloroquine si vous voulez. Donc, encore une fois, donc ça veut dire que ces débats qui sont des débats scientifiques, très bien, nous, on l'a écrit, il y a une liste des sources, comme on a l'habitude de faire, et puis voilà, vous regarderez si vous arrivez à les analyser, ou vous les ferez analyser par quelqu'un qui vous aidera à les analyser, mais on ne peut pas de manière péremptoire dire, écoutez, tous ces pays-là ne le font pas et ne l'ont pas fait, parce que c'est pas vrai. Voilà, ça n'est pas les données que j'ai. Merci. Il y avait la question sur les tests. Donc vous dites, vous avez constitué vous-même, vous avez fait vous-même vos tests pour arriver à
à ce nombre, et puis vous les avez eus au niveau des laboratoires vétérinaires. Et ça n'a pas été très rapidement pris en compte sur le plan national, quoi. Il y a eu un retard là par rapport à Écoutez, moi, non ? j'ai eu l'occasion de dire au président, qui m'a confirmé quand je l'ai revu, que la PCR était une chose extrêmement simple, qui ne posait pas beaucoup de problèmes et que tout le monde était capable de faire comme on le voit maintenant, d'ailleurs. À l'époque, il a été surpris et quand il est revenu, il m'a dit « Écoutez, c'est vrai, vous avez été le premier à me dire ça. On me disait que c'était un truc très compliqué qui pouvait être fait que dans les centres de référence. » Donc, il est parti. Hein ? C'est ce qu'on nous a régulièrement dit. Ouais. Donc, si vous voulez, là encore, je ne crois pas que quand on soit dans une situation comme ça, parce que je m'y suis déjà trouvé, si vous voulez, on puisse avoir un débat entre les gens qui disent c'est quand même la chose la plus simple du monde, parce que nous, on en faisait déjà l'année dernière 150 000 de PCR, et que l'ADN, c'est l'ADN, si vous voulez, et puis les gens qui disent non, c'est très compliqué, et c'est très complexe, c'est le temps qui trie, et c'est pas ici et maintenant qu'on va trier tous les éléments qui sont liés à cette donnée. Pour l'autre question que vous posez, non, il faut regarder les morts. Vous les regarderez, les morts. Moi, je les connais, les morts. Je sais qui est mort, dans quelle ville, dans quelle région, et combien il y a eu de morts, et combien il y a eu de jeunes qui sont morts. Je le sais bien. Donc, je connais les résultats. Là aussi, il faut aller regarder les résultats. Et regarder les résultats. Je les ai publiés, d'ailleurs, les résultats. Et c'est ceux de Santé publique France, ce n'est pas les miens. Alors, il faut regarder, eh bien, il y a une surmortalité ici et dans l'Est qui est tout à fait spécifique, qui a quelque chose de particulier, avec une vraie surmortalité, et y compris dans des tranches d'âge où on n'a pas l'habitude d'avoir une surmortalité. Donc, si vous voulez, d'ailleurs, si en pratique, de ne pas traiter, de ne pas diagnostiquer les gens, c'était la même chose que quand on les traite et les diagnostics, on le saurait depuis le temps. Hein. Merci. Les questions des rapporteurs étant terminées, j'invite maintenant nos commissaires à poser des questions. J'ai déjà 3, 6 et 3, 9, 11 inscriptions. Donc, je vais les prendre quelques-uns par quelques-uns et vous répondrez de façon collective en notant après de façon groupée. Merci d'avance. Martin Lévrier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Professeur. Je vous rappelle simplement que nous, excusez-moi de t'avoir coupé, Martin, que nous devons finir nos travaux pour 17 heures. Pour 17 heures, hein, c'est bien cela. Voilà. Il est 16h13. Très bien. Donc, quelques questions, j'espère, rapides. La première, je reprends le début de cette pandémie. On est dans une pandémie. Arrive assez rapidement une controverse scientifique qui prend toute la place au niveau communication et presse. Et de cette controverse, on arrive même à un combat scientifique. Je ne suis ni médecin ni spécialiste et je suis avalé par ce combat, par cette inquiétude qui naît entre nous tous parce qu'on ne comprend pas tout. Et ça fait 4 mois que ce combat dure, perdure et continue. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a peut-être une possibilité de s'en sortir, mais là, c'est vous qui pouvez me répondre. Mais vous avez déjà donné un élément de réponse tout à l'heure en disant « idéologiquement, je ne peux pas ». Et pourtant, je me pose la question. Ce combat, qui ne mérite pas, je trouve, d'être, pourrait s'arrêter si vous décidiez, vous, parce que vous en avez la capacité, les moyens, et aujourd'hui, malheureusement, visiblement, les patients, puisqu'il y a de plus en plus de patients et de malades dans votre département, de faire justement ces essais en double aveugle. Parce que finalement, on se dit, je comprends votre principe de dire pas de placebo pour parce qu'il y a des gens qui ne vont pas être soignés, mais aujourd'hui, si vous aviez raison depuis le début, combien de patients n'ont pas été soignés parce que finalement, on a préféré l'idéologie à une tentative. Donc je vous pose vraiment cette question parce qu'elle me paraît tellement importante aujourd'hui de se dire, si vous avez raison, professeur, c'est tellement important aujourd'hui, si vous avez raison, est-ce que l'idéologie est supérieure à le fait d'avoir raison? Donc voilà ma première question. La deuxième concerne indirectement, cela aussi, c'est la communication. Est-ce qu'aujourd'hui, la communication n'a pas pris le pas sur le vrai travail scientifique et sur ce besoin de controverse qui est indispensable, je pense, dans le monde scientifique, mais comme partout ailleurs, et qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la controverse, mais dans le combat? Et comment on sort de ce débat pour avancer, pour permettre au monde entier de s'en sortir, parce que c'est un sujet mondial, ce n'est pas un sujet franco-français. Et écoutez, ce sera tout pour le moment, parce que j'avais une autre question, mais je l'ai perdue. Voilà. Merci. Damien Regnard. Merci, Président. Bonjour, professeur. Je suis sénateur des Français établis hors de France. Vous bénéficiez d'une grande renommée et d'une reconnaissance parmi les 3,5 millions de Français qui vivent à l'étranger. Je
voulais vous poser une question. Cette pandémie a débuté en Asie, a touché à peu près simultanément l'Europe et l'Amérique du Nord, puis l'Amérique latine. Au mois d'avril, du Quai d'Orsay, en passant par de nombreux experts, des projections catastrophiques étaient annoncées sur l'Afrique. Certains pays, on avait même le nombre de respirateurs, je pense entre autres à l'Éthiopie, par centaines ou par millions d'habitants. On avait le Mali, on avait l'Égypte et un certain nombre de pays qui, finalement, n'ont pas connu ces vagues aussi importantes que dans d'autres territoires. Vous-même, Français de l'étranger, vous connaissez très bien l'Afrique, et le Sénégal en particulier, et j'aimerais savoir pourquoi et comment vous expliquez que cette catastrophe annoncée n'a pas eu lieu, et quel est votre diagnostic. Et enfin, une dernière question très rapide. Avec plus de 10 000 cas en 24 heures ces derniers temps, on peut comprendre l'anxiété de la société face à cette pandémie. Si vous aviez 3 recommandations à faire, quelles seraient-elles? 3 recommandations, quelles seraient-elles? Et comment voyez-vous l'évolution de cette pandémie dans les 2 mois qui viennent, puisque c'est là qu'on nous annonce aussi, selon les sources, des avis très divergents. Merci. Merci. Roger Carucci. Oui, professeur, moi je partage la dernière question d'ailleurs de mon ami Regnard. C'est vrai qu'on aimerait tous savoir un peu votre opinion sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer dans les semaines qui viennent. Moi, je voudrais poser 2 questions assez claires. 1, qu'est-ce que vous pensez du fait que les médecins libéraux, que les médecins tout court, pour beaucoup, ont été bien souvent contraints de ne pas appliquer votre traitement et de ne pas pouvoir le prescrire, à un moment où, dans le même temps, les mêmes autorités scientifiques affirmaient qu'il n'y avait pas de traitement, qu'il n'y avait pas de médicaments, et que dans ces conditions, les gens, comme disait ma collègue Sylvie Vermeillet, soit on leur disait « vous prendrez du Doliprane », soit ils pouvaient avoir votre traitement, et si ça n'était pas ça, il n'y avait, en tout cas au début, rien. Est-ce que c'est normal, en 2020, dans un pays comme le nôtre, de dire à des gens à qui on dit « vous êtes positif, vous restez chez vous, priez et prenez du Doliprane ». Est-ce que c'est normal? Ma deuxième question, chacun dit ce qu'il veut. Bon. Ma deuxième question, elle est simple. Ce matin, je disais au professeur Delfrécy, j'ai beaucoup d'estime pour le conseil scientifique, pour chacun de ses membres, ce n'est pas le sujet. Mais la réalité, elle est quand même que l'autorité du conseil scientifique ne semble pas toujours être suivie par le gouvernement. Ce qui veut dire qu'on a institutionnalisé un débat sûrement passionnant entre scientifiques, médecins, dans les médias et ailleurs, mais qui en réalité est extrêmement anxiogène pour la population. Est-ce que dans ces conditions-là, vous pensez que le conseil scientifique tel que défini, avec les missions qui sont les siennes, a encore du sens aujourd'hui? Olivier Henno. Oui, merci professeur pour vos propos. Moi j'ai une question qui est en prolongement avec le débat de ce matin. Ce matin, on nous a dit le système de santé français n'était pas prêt. Alors, on a eu quelques explications un peu complexes, un peu floues, parmi lesquelles, oui, notre système de santé, il est trop curatif. Alors, ma question, elle concerne votre diagnostic par rapport à notre système de santé. Pourquoi nous n'étions pas prêts? Moi, je pense que ça n'est pas seulement une question de moyens, puisque notre pays consacre un certain nombre de moyens à son système de santé. Je pense que c'est plus une question d'organisation. Et d'ailleurs, on nous a dit aussi que parmi les pays qui étaient mieux préparés, il y avait l'Allemagne. Et puis, je m'interroge aussi sur le fait que notre système, comme beaucoup de choses en France d'ailleurs, est souvent un peu trop corporatiste. Et donc, je voulais votre diagnostic sur toutes ces questions. Je vous remercie.
Merci. Le docteur Rapin. Oui, professeur, président, merci. Deux questions très rapides parce que vous y avez répondu en partie déjà. Néanmoins, je voudrais quelques précisions. Sur la première, elle concerne la relation à la Chine. Ce matin, le professeur Delfraissy, au nom du Conseil scientifique, nous disait que les informations qu'il avait eues, même en échange direct avec les Chinois, sous l'œil bienveillant de l'OMS, nous faisait comprendre dans ses propos qu'il n'avait qu'une confiance très très réservée sur ce que les Chinois nous apportaient, aussi bien en termes scientifiques que cliniques, et qu'il doutait fort de beaucoup de leurs propos. Quant à vous, effectivement, vous êtes appuyé au départ, quand vous avez lancé le processus chloroquine, en disant voilà, c'est peut-être la solution. Et aujourd'hui, moi, je n'ai pas un regard assez pertinent, ni même assez global pour juger de l'efficacité ou non, mais en tout cas, vous êtes appuyé sur les expertises chinoises pour dire, voilà, en Chine, il y a quelque chose qui marche, eh bien, testons-le en France. Donc, je voudrais savoir quelle est en fait cette relation et cette différence entre les apports du Conseil scientifique et puis ce que vous avez décrété. Puis, deuxièmement, je voudrais qu'on revienne sur la mutation et les souches. Vous nous dites, effectivement, il y a de plus en plus de souches. En tout cas, c'est ce que vous constatez, c'est ce que j'ai cru comprendre dans votre exposé. Mais ce qui fait les souches, c'est les mutations du virus. Les différentes souches de virus qu'on rencontre, elles proviennent de la mutation du virus, qu'elles soient ou non plus pathogènes, plus virulentes, mais en tout cas, elles viennent de là. Donc, ce qu'on voudrait savoir simplement, parce que tous les gens qui nous écoutent, c'est ce qu'ils entendent à la radio ou à la télé, le virus mute-t-il, oui ou non? Parce que ce matin, on nous a dit non. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le professeur, j'ai une première question concernant les essais thérapeutiques. Alors, vous avez fait des protocoles. Alors, est-ce que, à votre connaissance, vous avez évoqué la bibliographie que vous avez faite concernant les Chinois, mais est-ce que, dans ce que vous préconisiez, il y a eu des études comparatives qui soient faites en fonction de vos préconisations? Parce que, bon, il y a des personnes qui ont dit que ce n'était pas forcément pertinent. Donc, est-ce que vous avez connaissance d'équipes qui auraient utilisé, conformément à vos recommandations, vos protocoles? La deuxième chose, la liberté de prescrire a été mise en cause dans notre pays. Alors, pensez-vous qu'il y a eu des pertes de chance liées à cette liberté et à cette obstruction? La dernière chose alors ça concerne également les mutations. Alors, je voudrais savoir, vous avez dit que vous avez commandé des génomes, que vous avez fait des séquençages, vous avez eu cette mutation. Alors, sur quoi portaient ces mutations? Est-ce des mutations ou des permutations d'acides aminés? À quel niveau il y avait ces mutations pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde? Je vous remercie. Merci. Vous allez répondre à cette première salve. La deuxième suivra. Pour les premières questions, si vous voulez, je suis content que vous me posiez cette question, mais je me demande pourquoi vous ne la posez pas au ministère de la Santé, parce que ce n'était pas compliqué de dire, parce qu'il y a des gens qui adorent faire des essais, pourquoi ils n'ont pas fait un essai hydroxychloroquine azithromycine contre placebo, je ne comprends pas. Donc globalement, si vous voulez, et c'est un des reproches majeurs que j'ai fait pour ce conseil scientifique, c'est que tous les essais avaient été décidés avant qu'il y ait la moindre réunion du conseil scientifique. Il n'était question que du Redemsivir et du Lopinavir, jamais l'hydroxychloroquine qui était le seul pour lequel on avait des données préliminaires, et qu'il n'y a jamais eu d'organisation. Le comité scientifique n'a pas été, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis en retrait de ce conseil scientifique. Ce conseil scientifique n'a jamais piloté quoi que ce soit dans la recherche sur le Covid. Rien. Et donc, qui c'est qui a apporté les données pour savoir que les enfants n'étaient pas infectés? C'est nous. Toutes les données que vous avez là, ça m'amuse beaucoup que les gens parlent maintenant qu'ils découvrent que les CT n'ont pas tous la même valeur. Ça fait 2 mois et demi qu'on l'a écrit, nous, quand même. Hein. Donc, le débat, il est cette semaine, là. D'accord? Donc, ça, c'est des choses que le pilotage de l'État aurait dû faire. Il aurait dû dire, écoutez, dites-nous quelles sont les limites du CT, dites-nous quelle est l'incidence dans les différentes couches de population, dites-nous quelle est l'incidence chez les patients symptomatiques et asymptomatiques. Ça, c'est du pilotage. D'accord? Et ce pilotage, c'est le conseil scientifique qui doit le faire. Et je peux vous le dire, j'ai écrit très tôt en disant, écoutez, ce conseil scientifique ne peut pas piloter une recherche
de crise et j'ai fait des propositions dont je me suis ôté parce que je pensais que je continue à penser que je suis plus utile à faire ça sur place parce qu'il y a des décisions à prendre tous les jours et que je me sens à tort ou à raison capable de le faire. Mais j'ai proposé des gens qui faisaient des centaines de milliers de PCR. Je peux vous dire, j'ai proposé le prof de Toulouse et celui de Créteil. J'ai proposé des gens qui connaissaient parfaitement la pharmacopée, la pharmacologie, qui n'auraient jamais validé l'idée que l'hydroxychloroquine était un poison mortel. Donc il y avait des gens qui étaient capables de mener une véritable politique scientifique. Ce conseil scientifique n'était pas fait de gens qui étaient capables de mener une politique scientifique. Donc je l'ai dit, je l'ai exprimé au président de la République et au Premier ministre. Je ne peux pas faire plus. Voilà. Donc, je regrette. Effectivement, il fallait faire une politique, très bien, en disant, écoutez, puisque c'est comme ça, vérifiez ce que dit Raoult, il a quelques éléments préliminaires, commence à les traiter comme ça, faites-le. Pour répondre à votre question sur l'efficacité, oui, avant que ce soit interdit dans les EHPAD, nous avons commencé à faire une étude qui est là aussi online, que vous pouvez regarder dans les EHPAD, sur lequel nous avons une baisse de 50% de la mortalité dans les EHPAD dans lesquels on a pu traiter les gens par rapport aux endroits où on n'a pas pu les traiter. C'est-à-dire qu'on est passé de 27 à 14%. Bon, c'est nos données aussi, il faut les regarder. Voilà. Puis il faut faire pareil plutôt que de dire dans les EHPAD on ne fait rien. Donc je pense, il y a encore le temps, il y a encore des malades, je pense que les gens qui se posent la question, moi je ne me pose pas la question, ce n'est pas à moi qu'il faut la poser la question. Et non seulement je ne me la pose pas, mais là non plus, il ne faut pas vivre dans des mythes trucs. Il y a un énorme papier qui est sorti aux États-Unis dans l'American Journal of Medicine qui explique où est la place de l'hydroxychloroquine, d'après eux, en particulier au départ, du fait de son rôle contre les facteurs qui entraînent la coagulation. La coagulation est en partie due à la sécrétion d'auto-anticorps, ces anticorps anti-phospholipides, qui sont les mêmes anticorps qu'on trouve dans le lupus, et c'est la raison pour laquelle on donne l'hydroxychloroquine dans le lupus. Donc tout ça sont des éléments, là aussi, c'est intéressant de parler de science. Donc tout ça, c'est des éléments dont on a la réalité. Maintenant, vous parlez de communication. La communication, personnellement, je pense, et j'ai toujours pensé que la manière dont on voyait les choses, on partait dans le mur. C'est ce que je pense. Donc moi, je n'ai jamais porté d'opinion, à part quand vous me le demandez, dans une situation officielle, sur la politique du gouvernement. Je n'ai fait que donner des chiffres et les données que nous avions. Et que nous étions les seuls à avoir dans ce pays. Et parfois les seuls à avoir au monde. D'accord ? Je n'ai fait que ça. Donc, et vous les avez. Je suis désolé, je pensais qu'on le transmettrait à tout le monde. Vous savez, je vous en ai mis 4 pages de résultats de ce que nous faisons. Et qui est officiel, encore une fois. On ne peut pas tricher avec ça. Enfin, c'est des folies, il n'y a qu'à les regarder. D'accord ? Donc, encore une fois, et qui plus est, c'est vrai que cette même communication que j'ai faite, peut-être que vous trouvez qu'elle est nuisible, mais il y a une quantité de pays qui l'ont utilisée, cette communication, pour prendre des mesures, et pour prendre des mesures qui ont été fonctionnelles. Moi, j'ai des amis en Algérie, je vous assure, qui testaient plus que ce qu'on teste en France à ce moment-là. D'accord ? Parce qu'ils avaient compris qu'il fallait tester. D'accord ? Donc il ne faut pas me sortir l'Angleterre, il est sorti des papiers aux États-Unis et en Angleterre sur les meilleurs journaux du monde où les gens affirmaient qu'un traitement avait marché ou pas marché sans même avoir fait un test biologique. Donc il y a un phénomène de déroute qui n'est pas que français. Hein. Il y a un vrai phénomène dedans qui est, écoutez, où est-ce qu'on va ? Où est-ce qu'on va ? Et pour revenir, je m'excuse pour les Chinois qui étaient posés pour une autre question. Pourquoi moi je pense que ça des Chinois ? Les Chinois sont actuellement les seuls compétiteurs que nous ayons sur la science que nous faisons sont tous en Extrême-Orient. Voilà. C'est Taïwan, c'est la Chine, c'est la Corée du Sud. C'est eux qui ont actuellement, si vous voulez savoir les infections respiratoires, les plus grandes séries du monde sont toutes là. Ils ont pris une approche extrêmement pragmatique, extrêmement moderne. Et nos concurrents, c'est eux. Et à chaque fois, je peux vous dire des choses qu'on essaie de faire actuellement, faire du séquençage direct d'infection du cerveau ou d'infection du cœur. On est tout content parce qu'on a le truc, on commence à écrire le papier. Il y a un papier qui a été publié avant nous par des Chinois dans un journal dont vous n'avez jamais entendu parler, mais du coup, on n'est pas les premiers. Ça nous irrite beaucoup. Donc, si vous voulez, les Chinois actuellement ont une stratégie et que moi j'ai vu et qui m'a relancé à un moment où j'étais un peu découragé pour l'IHU quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Shanghai. Et je vous assure, faites une délégation pour voir l'hôpital qui est à côté de Shanghai pour faire les maladies infectieuses. Vous comprenez comment ils soignent. Hein. Je peux vous dire, il n'y a pas de truc. Vous regardez, si vous voulez, vous n'avez même pas, je m'excuse de dire ça, mais vous n'avez même pas l'équivalent en maladies infectieuses de ce qu'il y a actuellement au Sénégal, au Mali ou au Congo, ici. D'accord ? Au Sénégal, si vous allez à côté de l'aéroport du Sénégal, chez Mboup, là, je peux vous dire,
payé par Gilead d'ailleurs, hein. Il y a un bâtiment technologique dans lequel il y a un niveau d'équipement, de diagnostic et de séquence qui est absolument inouï. Donc il y a une course technologique qui s'est mise en avant, dans laquelle il y a une partie ici du pays qui n'a pas suivi. Et cette course technologique, elle se passe en Extrême-Orient. Voilà. Pour ce qui se passe en Afrique, je vais essayer de vous dire pourquoi, je ne sais jamais. Voilà. Un, je ne sais pas prédire, et deuxièmement, je ne sais pas pourquoi. Ce qui se passe en Afrique. Il se passe en Afrique, alors, il est possible que, en tout cas, c'est ce que disent beaucoup d'Africains qui en travaillent, il est possible que le fait qu'ils prennent de la chloroquine systématiquement et jouent un rôle dans la diffusion de la maladie, c'est possible. Honnêtement, j'en sais rien, je ne miserai pas là-dessus. C'est une constatation qu'on peut faire si on généralise ça à l'usage ou pas. C'est comme ça. Concernant l'anxiété, alors ça, moi, je veux bien répondre à ça. Ça m'intéresse beaucoup. Vous admettrez que l'anxiété n'est pas de mon côté, quand même. Hein. Ce n'est pas moi qui affole les populations. Non seulement je n'affole pas les populations, mais qui plus est, il n'y a pas vraiment de raison d'être affolé. Et depuis le début, parce que je vous conseille de regarder les données de l'INED. D'accord ? L'INED, c'est l'Institut national de la démographie. Faites donc venir quelqu'un de l'INED, si vous voulez, et il vous dira quelle est actuellement la perte d'espérance de vie. Pas la mortalité, parce que la mortalité à 85 ans, ce n'est pas la mortalité des accidents de la route. Hein. Donc la perte d'espérance de vie n'est pas la même quand vous avez une polypathologie, que vous avez un cancer métastasé, ou quand vous avez 92 ans, n'est pas la même que quand vous avez 18 ans et que vous avez un accident de moto. Ce n'est pas la même. D'accord ? Donc ça se calcule, l'espérance de vie. Et la perte d'espérance de vie actuellement, calculée pour 2020, comparée à 2019, elle est de 0,2 ans. Elle est inférieure à celle de la perte d'espérance de vie de 2015. D'accord ? C'est ça, la situation. Donc c'est ça, cette énorme anxiété monstrueuse, c'est pas moi qui la développe. Moi, au contraire, j'ai toujours essayé d'être optimiste et au contraire d'être du côté de dire, écoutez, on n'est pas face à un drame absolument insupportable. Donc à la fin, là aussi, c'est pour ça que ce n'est pas maintenant que ça va se régler, ça part dans un débat que ça va se régler. Ça va se régler avec les chiffres à la fin. Et on verra bien les chiffres. Et on verra bien les chiffres. Donc moi, je les vois maintenant, les chiffres, je les suis de manière très précise, parce que ça m'intéresse, parce que je vous ai dit, je suis empirique, donc ça m'intéresse de regarder les données chiffrées, de les analyser, de les comprendre. Et pourquoi la grippe qui a tellement tué dans l'année 2015, tout le monde s'en est fichu, et qui a tué plus que ce que ça va tuer cette année, sauf s'il se passe des choses absolument imprévisibles pour moi. Pourquoi ? C'est parce que d'un coup, c'était la terreur que tout le monde attendait et qui allait arriver. C'est comme ça. Voilà. Moi, j'ai essayé, là aussi, de vous donner des données comparatives par rapport aux désastres du passé. Ce n'est pas le même désastre pour une simple raison, c'est qu'effectivement, ce n'est pas le même âge qui meurt. Donc, je dis, il y a 50% des gens qui sont morts qui avaient plus de 85 ans et 72%, je crois, qui avaient plus de 80 ans. Et donc, dans les pays européens, plus de 90% avaient plus de 60 ans. Donc ce qui s'est passé, c'est tous les ans, les gens qui sont sur un équilibre précaire, les circonstances font que ces gens qui ont un équilibre précaire tombent du mauvais côté des choses. Et donc c'est ça que nous voyons essentiellement. Et là, depuis les épisodes où je vous ai donné, tous les morts qui se sont produits depuis 3 mois sur ces données-là, voilà, vous voyez, et donc vous voyez les données d'âge. Là, chez nous, je vous dis, le mort le plus jeune jusqu'à la Pote d'Or avait 58 ans. Là, malheureusement, il y a une dame qui est dans un état absolument épouvantable, qui est venue mourir, qui avait 54 ans, qui a été refusée en réanimation. Son état physiologique de base était trop mauvais. Mais globalement, si vous voulez, la perte, et on n'a pas calculé, vous savez, il y a des calculs très compliqués qui s'appellent les DALI, qui rajoutent les polypathologies à l'âge. Vous voyez, la perte d'espérance de vie va être extrêmement mineure à la fin de l'année. Donc, ce n'est pas moi qui développe l'anxiété, je l'ai dit encore la semaine dernière. Donc, ce n'est pas moi qui développe l'anxiété. Donc, l'interdiction de prescrire, tout le monde sait mon opinion dessus, si vous voulez. Mais là encore, je ne vois pas comment on aurait pu avoir un débat serein quand, en espace d'une demi-journée, le ministère et l'OMS s'est mis à dire on interdit partout l'hydroxychloroquine parce que ça tue les gens, pour un papier qui a été retiré 3 semaines après. Parce que c'était une bande de pieds nickelés qui avait écrit ce truc dont personne ne savait d'où il sortait. Donc c'est pas moi qui raconte des bêtises quand même. Enfin, au bout d'un moment, il faut revenir sur Terre. C'est pas moi qui raconte des bêtises. Hein. Qu'on puisse penser, qu'on puisse avoir la pensée que ce truc est vrai,
quand on parle d'un médicament qui a été donné à 2 milliards d'habitants, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a une déconnexion des deux parties de son cerveau, qu'il y en a une qui est devenue guerrière et symbolique, et puis l'autre qui est restée pragmatique ou pas, d'ailleurs. Mais ce n'est pas les mêmes parties, d'accord? Il y a quand même, pour réussir à vous faire avaler un truc comme ça, il en faut quand même, hein. Je m'excuse, mais tous ceux qui ont cru un truc pareil, c'est quand même spectaculaire, hein. Et pourquoi les Africains se foutaient de notre gueule, quand même? C'est parce qu'ils disaient, attends, ils sont en train de nous dire qu'ils sont tous en train de mourir. Alors, moi, de la chloroquine, j'en bouffais à l'âge de 2 ans en Afrique. On avait ça sur la table et tout le monde bouffait son comprimé de chloroquine. Attendez, c'est peut-être pour ça que je ne crains pas la chloroquine. Donc, Pardon? Vous avez dû répondre à peu près à tout, non? Attendez, j'ai tout marqué. Après, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas dans notre système de santé? Là aussi, il faut regarder les données chiffrées, ce que je vous suggère. Il y a un truc qui est très bien fait, qui s'appelle Health at Glance, qui est publié par l'OCDE tous les ans. D'accord? Et c'est très bien, il faut regarder ces chiffres. Ce n'est pas moi non plus les chiffres. Hein. Il faut les regarder, et vous regarderez quelles sont les différences qu'il existe entre la France et les autres pays en termes de mortalité, en termes d'efforts financiers. Donc il y a un effort financier considérable de la France. La France est un des pays qui met le plus d'argent possible dans la santé. Mais c'est un de ceux qui a le moins de médecins, qui a les médecins les plus vieux, et ça, c'est l'État qui a voulu ça. La limitation par le numerus clausus pendant 30 ans, ce n'est pas ce gouvernement, c'est l'État qui a voulu ça. Donc il a limité le nombre de médecins d'une manière drastique. Maintenant, nous avons les médecins les plus vieux d'Europe, j'en fais partie. Nous n'avons pas assez de médecins. Les médecins hospitaliers gagnent moins d'argent. Ce n'est pas le cas des universitaires. Un double salaire, on gagne bien notre vie. Mais les médecins hospitaliers sont moins bien payés en moyenne en France que s'ils sont payés dans les autres pays de l'OCDE, que dans la moyenne de l'OCDE. D'accord ? Le niveau d'équipement en France est inférieur à celui de la moyenne des pays de l'OCDE, des grands équipements. D'accord ? Et donc, vous avez la question, vous avez la réponse. Moi, je ne veux pas débattre de ça non plus. Il y a les chiffres, il n'y a qu'à les regarder. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Ça s'appelle Human Health at Glance. Tous les ans, l'OCDE publie les données chiffrées qui leur sont transmises. Comme pour la mortalité, si vous voulez savoir la mortalité, vous regardez Euromomo, je suis désolé, c'est un nom un peu ridicule, ça s'appelle Euromomo, c'est toutes les données de tous les pays européens de mortalité au fil de l'eau. Donc il suffit de les regarder. Est-ce qu'il manque quelque chose? Sur les mutations, donc vous aviez des précisions demandées par... Les mutations, bien sûr, les virus, tout mute tout le temps. Voilà, c'est comme ça. À chaque fois, en réalité, les mutations, c'est lié au fait que vous faites une copie de quelque chose. Et quand vous faites une copie, il y a des erreurs. D'accord ? Mais les copies d'ADN, il y a assez peu d'erreurs. En moyenne, il y a une erreur par million de copies. Donc sur 1 million de bases, la TGC, il y en a 1 million qui présentent une mutation. Dans nos génomes, dans ceux des bactéries, l'ARN, là c'est un virus ARN, il y a 100 fois plus de mutations. 1 pour 10 000 à peu près. Ou 1 pour 20 000 ou 30 000, ça a été estimé. C'est estimé en général, et pour ce virus-là, c'est estimé à être 1 pour, 30 000 ou 40 000. Donc ces mutations-là, parfois, sont des mutations dont on ne voit pas, qu'on appelle synonymes, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas un changement d'acide aminé, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne changent pas. Un des domaines de la science actuelle, c'est que parfois, ça ne change pas d'acide aminé, mais ça change ce qu'on appelle la fitness, la capacité de se multiplier du virus. Parfois, ça change un acide aminé. Les mutations qu'on a observées, il y en a quelques-unes qui se trouvent dans la protéine spike, dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est une des molécules qui fait vraiment la spécificité de ces coronavirus. Il y a des mutations qui se trouvent dans la nucléocapside, c'est-à-dire dans le premier antigène. Et c'est les deux grands antigènes, si vous voulez, que nous reconnaissons quand on a une réponse immunitaire. C'est la nucléocapside, mais qui a beaucoup de points communs avec tous les autres coronavirus. C'est pour ça qu'il y a des réactions croisées, peut-être des protections croisées. Et puis la protéine spike, qui est relativement spécifique, là aussi, de temps en temps, dans lequel on a une mutation. Donc ce que nous, on compte et ce qu'on regarde, c'est le nombre de mutations qui sont survenues par rapport au virus souche. D'accord ? Donc, bien sûr, il y a des mutations, mais globalement, on avait l'habitude qu'il y ait en moyenne 9 à 10 mutations par rapport au virus souche pendant la première partie, c'est-à-dire qui allait dans les souches que nous avons eues entre mars et mai. D'accord ? Dans cette deuxième partie, le nombre de mutations par souche par rapport à la mutation mère, par rapport à la souche mère, est 10 fois plus étendue. Il y a beaucoup plus de mutations que ce que nous en voyions avant. Et ça, il y a plusieurs clones qui sont comme ça, et qui ont donc une distance. On mesure la distance en regardant le nombre de mutations par rapport à la souche
primaire, si vous voulez, et donc ça veut dire que la distance par rapport à la souche primaire est plus importante maintenant que ce qu'elle était avant. Merci pour ces précisions. Alors, on va continuer. Essayons d'être concis dans les questions et les réponses. Néanmoins, il y a une réponse que vous n'avez pas faite, c'est concernant les préconisations du comité scientifique qui n'étaient pas suivies par le gouvernement. Si vous avez en quelques mots quelque chose à dire pour répondre à Roger Carucci. Je me souviens plus quelles étaient les... Il y a eu des oui, il y a eu quelques recommandations qui n'ont pas été suivies. On l'avait vu au moment des écoles, on l'a vu encore dernièrement. Où il y a eu... la question est extrêmement simple. Le conseil scientifique affirme, est normalement l'autorité de référence qui donne des avis. Voilà. Parfois le gouvernement suit, parfois le gouvernement ne suit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, l'existence du conseil scientifique a encore une vraie valeur dans le débat? Rapidement. Moi, encore une fois, je suis d'accord pour le fait que le gouvernement décide de suivre ou de ne pas suivre. Parce que la responsabilité politique, on le voit bien, la responsabilité politique, après il va falloir l'assumer. Hein. Donc la responsabilité politique, c'est la responsabilité politique. C'est la responsabilité politique. Donc c'est celui qui a la responsabilité qui décide. C'est comme ça que je vois les choses. Après, il a des conseils. Que ces conseils soient... Personnellement, je n'étais pas d'avis que les conseils du conseil scientifique soient publics. Je pense qu'il aurait dû avoir un conseil du président ou un conseil du ministre, que ça se décide autour du ministre et que le ministre dise « écoutez, voilà, j'ai écouté mon opinion » et que les choses sortent comme ça. C'était mon avis, jusqu'à présent, c'est toujours comme ça que ça s'est passé. Mais la composition du conseil dans une partie qui était stratégique, à mon sens, n'était pas bonne parce que c'était le dérivé de Reacting qui était le groupe qui avait été mis en place par l'INSERM. Ça, c'est mon opinion. Merci. Alors, on y va, toujours le plus court possible. Il nous reste un bon quart d'heure, un petit quart d'heure. Angèle Préville. Merci, Monsieur le Président. Donc, professeur, j'ai d'abord une question qui vient à la suite de ce que vous venez de nous dire sur la mutation du virus. Donc, il y a des mutations, mais je pense que dans l'inconscient collectif, on parle de mutation quand le virus devient beaucoup plus dangereux. Enfin, on sous-entend que... Alors, est-ce que dans toutes ces mutations, est-ce que dans les occurrences, vous voyez arriver, par les connaissances que vous avez, qu'à un moment donné, il risque de devenir beaucoup plus virulent, c'est-à-dire beaucoup plus dangereux? Deuxième question, alors sur les essais. Alors, vous avez évoqué les raisons éthiques, voire morales, qui font que vous n'avez pas voulu avoir recours à des placebos parce qu'on était dans une période de crise avec une maladie très grave puisqu'elle peut provoquer des décès. Alors, est-ce que il vous semble, est-ce qu'il y a des choses là-dessus sur le fait que quand on est en crise, on ne fait pas d'essais visiblement parce que effectivement les arguments que vous avez peuvent s'entendre et puis parce que on a souvent dit que l'effet placebo c'était l'homéopathie, etc. Donc pour des choses, de la petite bobologie peut-être. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'effet placebo? Parce que peut-être ce serait intéressant de savoir. Après, une autre question. Vous avez évoqué la création de centres anti-infectieux. Est-ce que vous sous-entendez que votre structure à Marseille en est une? Est-ce qu'il y en a d'autres? Professeur, avant toute chose, je voudrais quand même exprimer un regret, effectivement, de ne pas pouvoir avoir été auditionné. De vos propos, vous avez exprimé le fait de dire « je ne comprends pas ». Je ne comprends pas ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est emballé médiatiquement quand j'ai parlé, etc. C'est ce que vous avez dit en début de vos propos liminaires, c'est ça? Que je ne parte pas? Voilà. Moi, je voudrais vous dire, je vais vous donner mon expérience personnelle. Je voudrais dire que je pense comprendre. Moi, je n'ai pas compris, par contre, le premier matin où en fait vous êtes intervenu sur les ondes non de radio, où vous avez affirmé à ce moment-là, effectivement, l'effet positif de la chloroquine et avoir suscité un espoir, en fait, important chez des habitants, des Français qui étaient à ce moment-là inquiets, en pleine période d'épidémie et dans une situation quasi catastrophique de notre pays. Donc, votre expression publique de votre statut de chercheur reconnu et de renom a effectivement suscité un grand espoir. Or, ne pensez-vous pas qu'à ce moment-là, alors vous n'êtes ni journaliste ni politique, vous êtes vraiment un scientifique que l'on écoute
reconnu et sur lequel on pose en fait nos oreilles et notre conviction. Ne pensez-vous pas que vos paroles, à ce moment-là, n'auraient pas dû être peut-être différées? Est-ce que vous ne pensez pas que les études auraient dû être un peu plus avancées, des résultats plus concrets avant d'aller confirmer ou infirmer des choses comme ça qui ont été prises chez une partie de nos concitoyens comme un peu d'argent comptant? Et je pense que ça a été le début de la fracture d'opinion dans notre pays et un espèce de clan en fait dans ce pays, les pour et les contre professeur Raoult, alors que le débat, et je le conçois, n'est absolument pas là. Donc c'est un petit peu, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'imprudence ou est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que c'était la bonne solution et que vous recommenceriez avec l'expérience cette même expression publique? Et après j'avais 2 autres questions mais ça a été répondu. Pourquoi ne pas avoir fait les études en double aveugle? Mais ça rejoint la première. Et enfin la question de la mutation. Est-ce que la mutation que vous exprimez en laboratoire est une mutation clinique avec plus de gravité ou au contraire une gravité moins importante? Et puis un changement de cible, voilà. Mais la question a été posée, donc je n'irai pas plus loin. Je vous remercie. Merci. Céline Boulay-Espéronnier. Merci, Monsieur le Président. J'étais vraiment venue à cette audition, moi aussi, pour poser la question qui rejoint celle de Sylvie Vermeillet, de ma collègue à l'instant, qui était de dire que dit de vous, finalement, cette surmédiatisation et cet emballement médiatique, et qu'est-ce que ça dit du débat contradictoire en France et de la démocratie sanitaire? Alors, vous avez partiellement répondu, et notamment répondu avec une certaine modestie, je le trouve, en tout cas personnellement, tout au long de cette audition, en faisant l'apologie de l'empirisme, et en disant, on attend un peu, on va comparer les chiffres, et là, on verra qui aura raison, et vous avez parlé de pionniers en la matière. En tout cas, puisqu'il s'agit souvent, lors de nos auditions, de retour d'expérience, je note qu'il y a une grande confusion qui règne dans la tête de nos compatriotes français, puisque en attendant les chiffres et de savoir qui aura raison, le retour d'expérience qui était censé rassurer tout le monde en disant on a vécu une première crise majeure, on saura gérer un deuxième rebond, pour l'instant, crée cette confusion et peut-être cette inquiétude. Et on le voit quand on interroge sur la mutation du virus, en fait, on a des réponses qui sont totalement contradictoires. Donc moi, j'ai maintenant 3 toutes petites questions précises. La première, on a beaucoup parlé donc de mutation du virus, mais est-ce que vous sauriez nous dire où en est l'état de nos connaissances quant aux malades qui ont été symptomatiques? Vous disiez très justement qu'au début, il y avait peu d'anosmie et d'agueusie. Il y en a eu beaucoup plus après. Est-ce que ces malades-là peuvent avoir une évolution de leurs séquelles, par exemple être atteints à vie ou durablement dans leur perte d'anosmie agueusie? Ça, c'est une première question rapide. La deuxième, je ne crois pas que vous ayez répondu à notre collègue rapporteur Bernard Jomier quand vous avez dit de manière très forte qu'en matière infectieuse, il y avait une destruction physique de l'organisation des maladies infectieuses. Qui est à l'origine de cette destruction et pourquoi? Et enfin, une dernière question rapide. Lorsque vous aviez été interrogé récemment pour savoir ce que vous pensiez du port du masque généralisé, vous avez répondu « je ne fais pas de politique ». Et vous avez eu une phrase tout à l'heure que j'ai trouvée forte aussi en disant « c'est l'intendance qui suit la décision ». Or, on en a parlé ce matin avec le comité scientifique. On a eu l'impression qu'au début, il n'y avait pas de port du masque généralisé parce qu'il n'y avait pas de masque. Maintenant, il l'est parce qu'on a des masques. Et je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. Je vous remercie. Olivier Paccaud. Merci, Monsieur le Président. Professeur, ce matin, effectivement, les membres du Conseil scientifique, comme l'a dit Olivier Henno, ont évoqué l'impréparation de notre système médical pour faire face. Vous-même, ça vient d'être redit, dans votre propos liminaire, vous avez pointé du doigt la désorganisation, voire la déstructuration programmée, entre guillemets, du système de recherche épidémiologique de recherche. Est-ce qu'en fait, ce n'est pas plutôt une combinaison des deux qui aboutit à ce que l'on peut considérer quand même comme une hécatombe? Alors les chiffres sont plus ou moins variables. Vous avez dit vous-même tout à l'heure que c'était peut-être pas si dramatique que ça par rapport aux résultats de 2015, de la grippe de 2015. Je ne suis pas sûr que ça ne soit pas dramatique quand même. Par contre, ma question, elle va traiter de... Vous avez évoqué le benchmarking. Les résultats français sont loin d'être brillants. Il y a pire, il y a mieux. Ce matin, on a évoqué le cas de l'Allemagne, il y a quand même 10 000 morts, mais il y a quelques jours, dans ce même hémicycle, nous avons reçu les ambassadeurs de Corée du Sud, de Taïwan, et on a eu des chiffres qui sont tout à fait éloquents. 7 morts à Taïwan, 346 en Corée du Sud. Alors ma question, c'est, on a vu ce qu'ils ont fait eux. Vous, d'après vous,
quand on veut éteindre un incendie épidémiologique, éviter qu'il se transforme en brasier, qu'est-ce que l'on doit faire immédiatement quand on n'a pas de vaccin? Merci, Monsieur le Président. Je vais essayer, merci, mais simplement 2 questions. Vous avez dit tout à l'heure, c'est le temps qui fait le tri, et vous avez cité beaucoup de papiers. C'est vrai que vis-à-vis nous déjà, mais je pense les Français, c'est difficile quand même à comprendre, parce qu'on sait qu'il y a des papiers, vous en avez d'ailleurs, vous l'avez dénoncé, qui sont malheureusement publiés et qui sont faux. Et je pense que la confusion dont parlait ma collègue est quand même extrêmement importante, et que même s'il faut attendre le temps, c'est vrai que la science a quand même parlé sur un certain nombre de choses. Et comme Bernard Jomier et d'autres, moi je regrette qu'il n'y ait pas de confrontation, parce que comme on n'a pas de confrontation entre chercheurs, on vous voit dans les médias, les uns sur pour, les autres contre. Et c'est vrai que ce matin, on parlait peut-être, au lieu du conseil scientifique, qui est peut-être une agence dédiée aux crises, et pas seulement d'ailleurs avec des scientifiques, mais aussi avec des chercheurs des sciences humaines et sociales. Et s'il y avait peut-être cette agence en France, peut-être que ça permettrait aussi aux Français de mieux comprendre, de moins avoir peur. Et je voudrais avoir un peu votre avis là-dessus. Et puis la deuxième question, ça rejoint d'ailleurs mon collègue David Dassouline, c'est on n'a pas parlé du vaccin. Quelle est votre position aujourd'hui sur le vaccin? Merci. David Assouline, où la question est posée par... Je lui avais soufflé une question qui me venait à l'esprit, mais non, j'ai 2 questions brèves. La première, c'est, je reste perplexe parce que finalement, la polémique qui a fait connaître au grand public votre nom, monsieur le professeur, vous étiez déjà très connu des milieux qui devaient l'être et qui étaient professionnels, c'est votre traitement. Je ne comprends pas que 6 mois après, on en reste à il y a les pour et il y a les contre. Moi, je pose la question, 6 mois après, même quand ça n'a pas été autorisé à la prescription, je connais du monde qui, parce qu'il n'y avait pas de traitement, se sont rués d'une façon ou d'une autre vers ce médicament. Il n'y a pas eu de résultat. Aujourd'hui, vous avez fait vos tests sur une centaine de personnes, vous défendez qu'il y avait des améliorations, mais maintenant, 6 mois après, c'est plus un débat, il n'y a rien de probant, enfin, je ne comprends pas. Ou sinon, qu'est-ce que vous dites à M. Macron? Vous lui dites qu'il interdit, et à tous ces scientifiques, à tous ces gens, notamment le comité scientifique, qui disent que ce n'est pas efficace. Il faut aller au bout. Vous les accusez de refuser un médicament qui empêcherait des cas de s'aggraver ou de soigner des Français. C'est ça, 6 mois après, ce n'est pas un débat des pour et des contre. Moi, j'ai beaucoup de critiques, je suis critique comme tout le monde. Donc je gobe pas tout ce que nous dit le gouvernement, les gens, les scientifiques. Mais là, à moins de me dire qu'il y a un complot, qu'on veut que des Français ne se soignent pas et meurent, je ne comprends pas la nature du débat. Et ma conclusion en question, parce que la seule façon pour moi de le comprendre, c'est que derrière le scientifique que vous êtes et le pragmatique que vous êtes, il y a peut-être quelque chose qui vient troubler, c'est l'idéologie. Qu'avez-vous de commun pour faire tribune commune bientôt avec M. Onfray, philosophe? Qu'avez-vous de commun à dire, ou sur la pandémie, ou sur la société? Je ne comprends pas. Merci, Jean Sol. Excusez-moi, Monsieur le Président, Monsieur le Professeur, j'ai plusieurs questions. Comme l'ensemble des Français, j'ai été confiné. Que pensez-vous du confinement total mis en place dans notre pays? Aurait-il pu être évité à l'instar d'autres pays qui nous ont présenté récemment leurs résultats? Quel est votre avis sur la doctrine en matière de masques
qui s'est faite à géométrie variable, faut-il le reconnaître, qui est encore floue aujourd'hui, et dont certains remettent en cause le degré de filtration dans certains contextes. Pensez-vous que les moyens en matière de recherche sont au rendez-vous en France? Je ne pense pas, vous nous l'aviez déjà exprimé lorsque nous avions auditionné. Vous avez cité l'exemple tout à l'heure du nombre de scanners. Et enfin, est-il possible, selon vous, de raccourcir les délais pour réaliser les tests aujourd'hui et surtout pour en obtenir les résultats dans un délai raisonnable? Merci. Merci. Écoutez, 10 minutes. Très bien. Allez, 10 minutes pour tout cela. Donc, s'il vous plaît. Le premier point qui est sur le placebo, le sport, vous savez, c'est un vrai point, c'est une occasion, je n'ai pas discuté quelquefois, j'ai discuté aussi avec Bernard-Henri Lévy, de dire que c'est dramatique d'apporter de l'espoir, je ne suis pas d'accord avec vous. Je pense que c'est dramatique d'apporter du désespoir. Je le pensais, je continue à le penser, je continuerai à le penser jusqu'à la mort. Et l'effet placebo, c'est effectivement, d'abord, ça commence par apporter l'espoir. Donc il y a une négligence de la connaissance de l'effet placebo scientifique qui est terrifiante. L'effet placebo, c'est un effet biologique que l'on peut parfaitement noter avec les moyens actuels de radiologie, qui permet de voir qu'il y a des zones qui sont éteintes ou qui sont allumées. Vous savez, quand vous dites aux gens qu'ils vont mourir, on voit les zones qui s'éteignent dans le cerveau. Ça s'appelle l'effet nocebo. Et donc, quand on dit ça tous les soirs à la télévision, ce qu'on fait, on crée de l'effet nocebo qui est visible radiologiquement. Quand on donne de l'espoir aux gens, y compris avec l'effet placebo, on voit les zones où ça se fixe, et ça se fixe à peu près aux mêmes endroits qu'aux benzodiazépines, c'est-à-dire ça calme les gens. Donc ça, je m'excuse, c'est de la science encore. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, je ne me souviens plus qui posait la question, mais on peut rebondir dessus, il y a une vraie question sur les séquelles. Malheureusement, on avait commencé à travailler dessus, on a fait un papier dessus qui est très impressionnant, qui montre que il y a des zones qui ont un hypométabolisme derrière le bulbe olfactif, qui semblent persister. On ne sait pas combien de temps elles vont persister, on ne sait pas ce qui le guérira et on ne sait pas ce qui en protège. Mais oui, il y a des séquelles cérébrales pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, plus que de séquelles pulmonaires que l'on redoutait beaucoup, qu'il y ait beaucoup de fibrose, il y en a relativement peu, mais il y a des extinctions du métabolisme cérébral qu'on perçoit et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir combien de temps ça va durer. L'idée, j'y peux rien, je vous le redirai, vous pensez vraiment que l'histoire de l'hydroxychloroquine, si vous voulez, et l'histoire de ce débat est un débat franco-français avec moi au milieu, et c'est pas vrai. Voilà, c'est simplement pas vrai. Vous voyez ça d'ici, c'est pas vrai, c'est un débat mondial. Et vous vous rendez bien compte que comment vous pouvez penser qu'une bande de polichinelles a publié dans le New England Journal of Medicine et dans le Lancet, si on n'avait pas perdu toute notion de base pour publier des choses pareilles qui ont été rétractées dans les 3 mois. Je n'ai jamais vu ça de toute l'histoire de la médecine. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ce n'est pas moi qui ai déterminé ça. Donc, arrêtez de croire que c'est une histoire franco-française. Il y a un phénomène beaucoup plus puissant que ça, qui est international, qui touche. Il y a une partie qui a réagi d'une certaine manière, qui est l'Europe de l'Ouest, et une partie des États-Unis qui a d'ailleurs les plus mauvais chiffres mondiaux de gestion de la crise, qui a géré d'une certaine manière, en courant après de molécules nouvelles, faites à nouveau par des laboratoires, qui maintenant courent d'une certaine autre manière après la vaccination. Et il y a une autre partie qui a été une partie de gestion extrêmement pragmatique, y compris, si vous avez vu les Coréens, c'est un pragmatisme qui est total. Donc il y a une manière pragmatique de gérer les choses, qui est de détecter, d'isoler. Il y a des pays dans lesquels on a réquisitionné des hôtels pour y mettre les gens qui étaient positifs tant qu'ils étaient positifs, de manière à faire ce qu'on faisait avant avec le lazaret et non pas faire ce qu'on a fait avec le confinement, qui est la quarantaine. Donc c'est des natures différentes. Ce qui s'est passé dans la destruction des maladies infectieuses, je suis d'accord que ça n'a pas été volontaire. Il s'est trouvé qu'il y a eu une époque qui est une époque paradoxale, qui était juste avant l'épidémie de sida. Les gens disaient maladies infectieuses, c'est terminé. Donc il y avait ici à Paris, l'hôpital Claude Bernard, les gens travaillaient sur les maladies infectieuses, et de manière assez extraordinaire, c'est au moment où le sida est arrivé, on a fermé Claude Bernard. C'est-à-dire on a fermé l'endroit dans lequel on pouvait investir massivement pour pouvoir lutter contre les nouvelles épidémies qui arrivaient, et ça a été la pire épidémie du XXe siècle, bien sûr. Et donc il y a une vraie question de remise en cause. Et ce que
vous considérez comme étant incompréhensible, moi je le comprends bien, c'est que quand les gens ont pris, probablement moi y compris d'ailleurs, hein, ont pris une direction, c'est très très difficile de sortir du sentier dans lequel on est rentré. C'est très compliqué de dire, écoutez, on s'est trompé, finalement, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. C'est compliqué pour chacun d'entre nous, mais c'est compliqué pour le ministre, c'est compliqué pour le président de la République, c'est compliqué pour Delfrécy, et c'est probablement compliqué pour moi, même si je ne suis pas lucide de ce point de vue-là, parce que je ne le vois pas. Donc, c'est pas, encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Et quand vous me dites, eh bien, tiens, comment ça se traduit, moi, je trouve étonnant que les consignes de maladies infectieuses dans l'assistance publique de Paris soient données par le directeur de l'assistance publique de Paris. À Marseille, je suis sûr que les consignes de maladies infectieuses ne sont pas données par le DG de l'assistance publique de Marseille. Donc, et je peux vous dire que quand j'étais jeune, il y avait un titulaire de chaire de maladies infectieuses, c'est lui qui disait, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. Ce n'était pas le DG de l'assistance publique de Paris, c'est étrange. Non, enfin, je n'en sais rien, c'est un truc de professionnel, la médecine, je m'excuse. Hein. Donc, il y a une vraie question. Moi, je vous dis, c'est ce que je pense. Je le pensais. Moi, je pensais qu'il fallait faire un infectiopôle Necker-Pasteur. Je l'ai écrit en 2003, ça. Hein. Mettre à Necker à Pasteur, faire un bâtiment pour les maladies infectieuses à Necker, soit juste à côté de Pasteur, que les gens travaillent, qu'il y ait une antenne de l'INVS et maintenant Santé publique. Et là, il y aurait quelque chose qui pourrait avoir une taille mondiale, où il y aurait des interlocuteurs qui soient capables de tout faire. Ça, c'était raisonnable. C'est ce que je pensais à l'époque. Et je le pense encore maintenant, peut-être parce que je suis incapable de changer d'avis. C'est possible. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Vous posez la question du confinement et du masque. C'est des questions auxquelles il est extrêmement difficile de répondre. Il y a des gens qui commencent à étudier ça, à faire des études comparatives. Et même ces études comparatives, elles sont difficiles à analyser parce que les comportements sociaux dans les différents pays ne sont pas les mêmes. Donc le comportement social en Italie et en Suède, ce n'est pas exactement le même, en particulier dans les contacts sociaux, ne sont pas les mêmes. Et donc de comparer l'effet du confinement sur l'efficacité des mesures, c'est quelque chose qui est très complexe. Et moi, je pensais, donc c'est ce que j'ai dit quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, moi, il faut prendre, je pense que le rôle du politique, c'est de prendre toutes les mesures pour éviter l'affolement. La peur est terrible. Il faut éviter l'affolement. Mais si ça donne l'effet inverse, si vous voulez, alors c'est pas fonctionnel, parce que le confinement, ça a été analysé en Italie, en Espagne, sur des milliers de tests de donneurs de sang. Hein. Le confinement n'a pas protégé les gens individuellement du risque d'infection. C'est-à-dire que les gens qui n'étaient pas, pour des raisons professionnelles, à part les métiers de santé, qui n'étaient pas confinés, étaient plutôt moins positifs que les gens confinés. Donc il n'y a pas de substrat scientifique individuel, ce qui ne veut pas dire que ce ne soit pas un choix de société à un moment donné, de dire, écoutez, plutôt que tout le monde soit affolé, s'inquiète et émigre, si vous voulez, il vaut mieux les confiner. Donc je ne sais pas répondre à ça. Et pour le masque, c'est pareil, ce n'est pas une vérité scientifique brutale. Il y a une vérité scientifique brutale, c'est que quand vous êtes dans le personnel de soins, étant donné qu'on est à 30-40 cm des gens, le risque de contamination est plus important, c'est évident. Il a été démontré